Bonsoir, mais pourquoi Oz n'est pas là? Bonsoir. Là, il a disparu d'un coup. Ouais, ça a bugué pendant le compte. D'accord. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver ce soir. Ça manquait. Non, moi non, pas du tout. On se casse. On est là. On va avoir l'occasion de parler comics et ça c'est cool. Et en plus, on va avoir l'occasion de parler de Monsieur Aquaman, et ça c'est classe, ça fait bien plaisir. Voilà, un des membres fondateurs de la Justice League, un des grands personnages de l'univers d'ici qui n'est pas toujours, hélas, reconnu à sa juste valeur, et c'est bien dommage parce qu'il a un lore qui est ultra intéressant. Et du coup, ce soir, on est avec Berserker. Bonsoir Berserker, comment vas-tu? Moi ça va super, et vous? Bah écoute, très bien, ça va. Un petit peu chaud. Ah bah ouais. Voilà. C'est vrai que c'est encore un peu l'été, hein. Mais bon, voilà. On remet le petit blazer commun pour parler du roi des sept mers, hein. Il se faut de rétablir la vérité, je pense. C'est ça. Et bonsoir Aquamel, comment vas-tu? Bonsoir. En gros, tu veux être un peu l'aqualade du coup de cette émission. Tu es vraiment sûr de ce que tu fais. C'est exactement ça. Là, c'est notre garde pour ce soir, en fait. Il faut toujours un garde. Le Je suis stagiaire. pas sûr. On en a déjà discuté, on pourra en discuter. Et évidemment, on ne peut pas faire une émission sur Aquaman sans recevoir le spécialiste français du personnage, le Jean-Yves Cousteau du monde de l'Atlantide de chez DC Comics. Salut Oz, comment vas-tu? Salut, bah écoute, nickel, et toi? Plutôt pas mal, écoute. Je réfute le terme spécialiste, tu le sais. Ouais, je sais, non mais tous, bien sûr. C'est pour la blague, mais lui, non. Ceux qui se présentent comme des spécialistes, voilà. On va y aller, tout simplement, parler un peu de cet Aquaman, parce qu'il y a plein de choses à dire, mine de rien. Comme d'habitude, du coup, je vais faire un truc sur la publication, mais d'autant plus, parce qu'on a Oz, on va me couper moi, à n'importe quel moment, hein, parce que de toute façon, c'est un peu long. Mais n'hésite pas, Oz, à rajouter des trucs, de toute façon, on va passer par les différentes périodes et tout. Donc voilà, feel free, tu m'interromps quand tu veux, et pareil pour tout le monde. Juste déjà, avant qu'on commence, pour Oz, toi, Aquaman, c'est un personnage que tu suis, que tu connais très bien, évidemment. Plutôt pour les deux autres, vous, un peu votre approche sur Aquaman, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Est-ce que vous en avez beaucoup lu? Est-ce que c'est un personnage que vous connaissez de loin? Dylan, déjà? J'ai connu... Ouais, ça remonte à l'anime. Je sais plus s'il était dans le JL des années 90, mais je l'ai connu sur le tard, hein, comparé à la fameuse Trinité. Je crois que ça a été dans des animés et puis dans les comics. Le fameux trône d'Atlantide, là, dont j'avais oublié, c'est très bien qu'on en a reparlé avec les rubriques de G, parce que c'est très bon d'ailleurs sur le lore et puis Orm, etc. Et puis ça a été par le monde des comics, hein, globalement, comme un peu Oz l'avait dit. Quand tu as commencé New 52, moi c'était pareil, on va dire de manière globale au niveau comics, et surtout d'ici, je suis tombé sur les New 52 d'Aquaman. J'ai lu le premier, et puis j'ai tout enchaîné. Bon, maintenant, voilà, on sait les problèmes que le 4 et le 5 ont. Mais je pense qu'à l'époque, quand j'ai commencé mes lectures, je me rendais pas encore compte de tout ça. Et maintenant, en ayant lu et vu plus de trucs, forcément, c'est vrai que, voilà, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est dommage, hein, surtout quand tu as 3 trucs en béton, où tu as quasiment un jeu, comme je l'ai dit sur Twitter, donc voilà. Et puis, j'ai vu le film, forcément, comme tout le monde. J'ai assez apprécié ce qu'ils ont pris dans chacun des comics. Là, en le revoyant, j'ai eu beaucoup plus de mal. L'interprétation, la vision qu'ils ont eue. J'ai beau aimer Snyder, mais c'est compliqué sur certaines idées. Voilà. Même si c'était One. Voilà. D'accord. Et du coup, toi, Aquaman? Alors moi, ça va être drôle parce que la première fois que j'ai vu Aquaman, c'était dans Bob l'éponge et il s'appelait l'homme sirène. C'est clairement l'inspiration. Non, après je l'ai vu dans les comics quand j'ai lu Justice League of America tome 0, je crois qu'il s'appelle. Donc la année 0 en plus. Donc là, c'est la première fois que je l'ai vu. Ensuite, j'ai lu les Justice League justement avec le Trône de Atlantis. Bon, les films, bien entendu. J'ai vu l'animé aussi, le Trône de Atlantis, quand tu rattrapes les animés. Et j'ai lu que le numéro 1 des New 52 de Geoff Jones. Donc c'est la seule fois où j'ai lu en sol. Sinon, je l'ai surtout vu dans la Justice League. Donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre de le voir tout seul. Et encore dans les New 52, il y a Mera, donc il n'est pas vraiment tout seul.
Voilà, Mera que je trouve plus intéressante, mais ça c'est parce que je préfère les pouvoirs de Mera plutôt que d'Aquaman. C'est bon, je m'en vais. C'est bon. Donc, voilà. Ah bah attends, elle contrôle l'eau. Attends. Voilà. C'est vrai qu'elle a un pouvoir assez cheaté quand même. C'est ça, mais voilà. Donc, et puis moi j'ai bien aimé le film de James Wan parce que voilà, James Wan c'est mon réal préféré. Donc tu sais, à un moment, il y a des partis pris. Et puis oui, après, Snyder il a pris une version assez, on en reparlera, mais assez spéciale du personnage. C'est une version assez ancienne par rapport à ce qu'on a actuellement. Voilà. Et toi, tu l'avais découvert quand le personnage du coup quand même? Le personnage, moi je l'ai découvert en 2017 en lisant du New 52. Et tout de suite j'ai accroché quoi. J'ai accroché et en fait je me rendais pas compte que c'était un personnage qui me fascinait. Ça a mis un peu de temps, mais au final tu vois, je me suis, ça remonte à il y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit finalement bah c'est lui qui me passionne quoi, plus que les autres quoi. D'accord. C'est pas si vieux que ça. Ouais, c'est assez récent au final. Mais putain, tu t'es bien rattrapé du coup sur le personnage. Oui. Clairement. Alors, c'est le seul perso dont j'attendais vraiment des publications urbaines et dont j'achetais les publications quasiment le jour de leur sortie. Contrairement à Superman, à Batman, où je laissais passer du temps, là, voilà. Ok. Moi j'ai le cas pour Green Arrow, la même chose. Ouais, voilà. Où je pouvais pas attendre l'effet que j'ai dès la sortie. Hein. Donc c'est là que tu te dis, bon bah voilà, ce personnage est dans l'œil, clairement. C'est ça. Et ben alors, on va parler un petit peu pour commencer, du coup, en partie 1 de l'histoire de la publication du personnage. Et franchement, j'ai découvert pas mal de choses en faisant mes recherches. J'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, je mets ça tout de suite. Donc, la première apparition de Monsieur Aquaman, c'est dans Morphin Comics, le numéro 73, en 1941. Donc effectivement, il est arrivé un petit peu après Namor. Il faut savoir que Morphin Comics, c'était de l'anthologie. Il y avait plusieurs histoires dedans. Comme vous pouvez voir, il y avait du Dr Fate, qui d'ailleurs à l'époque n'avait le droit qu'à un demi-casque parce que le métal coûtait cher. Faut pas oublier, c'était l'effort de guerre, tout ça. Donc ça veut dire demi-casque, complet, asymétrique. C'est ça? C'est l'ordre du casque de Dr Fate. Il y a des tendances. Sur les casques, il y a des tendances aussi. Hein. C'est comme tout. Tu as des magazines de casques. Tu regardes un peu ce qui marche bien sur la collection été ou hiver. Enfin voilà, il faut choisir. Mais du coup, évidemment, c'était une anthologie. Et du coup, voilà, il y avait pas mal de types d'histoires. Alors c'est rigolo parce que ça mélange vraiment plein de sortes de choses. Il y a du western, il y a du super-héros. Il y avait d'autres créations, justement, d'un certain monsieur Paul Norris, donc le dessinateur voilà, à qui on doit la création d'Aquaman. Et l'autre bonhomme à qui on doit le personnage, c'est lui. Et lui, c'est pas n'importe qui. C'est quand même, du coup, que je retrouve son nom. Weisinger, effectivement. Qui n'est autre que les créateurs d'Aquaman, mais aussi de Green Arrow, que tout le monde connaît forcément. C'est aussi le créateur d'autres personnages que vous avez peut-être oubliés par contre, comme Johnny Quick, voilà, qui est plus un héros de cette époque-là. Et donc, ça a continué. Alors, donc, il avait une histoire dans cette anthologie. Il était en dernier même dans l'anthologie d'ailleurs, que j'ai lu. Alors, c'est assez marrant. Du coup, on a la toute première origin story d'Aquaman, où par exemple, il va aller sauver. Ça, je crois que c'est dans la toute dernière histoire en fait de cette anthologie-là, Morphin Comics, où il doit aller sauver le fils d'un de ses vieux potes. Donc ça va jusqu'au numéro 107, ça c'est le numéro 107 du coup de la même revue. Après ça, toute la partie super-héros des histoires ont été déplacées. Ils ont laissé que les parties comédie en fait dans cette série-là. Et ça a été vers Adventure Comics. Et le premier numéro d'Adventure Comics, je trouve ça rigolo parce que voilà, là, il doit sauver un phoque. Donc à la fin, voilà, le fiston se fait fesser par son père après avoir été retrouvé. Mais dans le numéro d'après, quand ça passe dans Adventure Comics, avec Superboy, pareil, une anthologie avec d'autres aventures, et la première créature à qui il va aller mettre une droite dans cette série-là, donc ça me faisait beaucoup rire de terminer sur l'autre et d'arriver sur la nouvelle série. Et bim, je pense qu'il a eu une mauvaise expérience avec le fils de l'autre. Et du coup, il s'est dit, maintenant, je m'en fous tous les phoques, je les défonce. J'en ai marre, c'est tous des cons. Et du coup, cette série-là va durer pendant 15 ans. Et ça va aller... En fait, Aquaman, c'est un des rares héros de chez DC qui a vraiment parcouru les années 50. Alors qu'il y en a beaucoup pour lesquels il y a eu des pauses. Lui, non. Donc, ça va être pendant 15 ans. En 1961, il sera la vedette d'une anthologie en 4 issues dans la série Showcase. Donc, voilà.
Et c'est la première fois qu'Aquaman apparaît en couverture d'un magazine. Donc mine de rien, elle doit coûter bien cher cette issue. Et je la trouve plutôt jolie en plus, je la trouve vraiment classe. Au niveau de l'histoire, on va pas te mentir, de toute façon. Et c'est assez intéressant, franchement, je les ai lus un peu. Alors à l'époque, il y avait une Aquacave, faut croire que c'était à la mode. Donc il y avait, ils le disent bien, c'est l'Aquacave le truc. Là vous avez l'origin story, et donc qui ressemble vachement, justement, à l'origin story qu'on a pu avoir, sauf que ce que je trouve très drôle, c'est qu'en fait, du coup, Mera, pareil, arrive de l'océan, et ils ont leur enfant, donc avec Yuri, Atlana, qui est gardien de phare. Atlana, peut-être. Atlana, je dis Atlana. Sauf que, genre, tous les jours, elle va s'asseoir près de la mer, et en fait, à un moment, il y a lui qui regarde, et genre, elle jette Arthur à l'eau, mais elle lui dit rien à son mari. Juste, elle le balance, et lui, il est pas au courant de ce qui se passe. Et du coup, il pète un plomb, en mode, mais t'es complètement cinglé. Donc, il plonge tout habillé pour aller le sauver, jusqu'à ce qu'il se rende compte, du coup, qu'en fait, Arthur, bah, il est tranquille au fond de l'eau, en train de s'amuser, qu'il a pas de problème, qu'il respire très bien. Il voit un requin qui vient pour l'attaquer, sauf qu'il se rend compte qu'en fait, Arthur devient directement pote avec le requin. Et voilà, et en fait, c'est qu'au moment de mourir où Atlana va révéler la vérité, du coup, à sa famille. Mais on voit que c'est une origin story qui est déjà très très proche de celle qu'on connaît et de celle qu'on voit dans le film, par exemple. Donc on voit du coup que vraiment c'est voilà, c'est et on voit. Alors à l'époque, du coup, elle avait été chassée d'Atlantide juste parce qu'elle voulait voir le monde extérieur. C'était pas une histoire de mariage arrangé et tout ça. C'était vraiment juste une histoire d'elle voulait découvrir le monde et c'était interdit par contre en Atlantide. Donc ça a été une raison suffisante pour la chasser d'Atlantide en lui disant eh ben, puisque tu veux autant voir le monde extérieur, eh ben, vas-y, on te chasse d'ici. Donc du coup, voilà. Et ça, je la trouve cool cette image. C'est quand elle est un peu plus vieux, il se rend compte vraiment de la portée de son pouvoir et qu'en fait, toutes les créatures marines viennent faire une sorte de, comment dire, de parade, de dommage en fait à leur nouveau roi qui a atteint son, comment dire, qui a atteint son apogée dans la, enfin pas son apogée, mais qui a atteint le vrai contrôle. Voilà. Le roi lion, quoi. Le début du roi lion. C'est un peu ça. Tout ceci est ton royaume. C'est ça. Jusqu'à ces terres asséchées. Non mais c'est vraiment classe cette image, franchement. Ouais. C'est vraiment tout le monde qui vient lui rendre hommage en mode voilà, c'est notre nouveau maître. Voilà, tout ça, je trouve rigolote. Voilà une autre Et déjà, ce questionnement, j'ai vite fait vu dans la case qu'on retrouve dans le New 52, partagé entre ces deux mondes, qui se demandent pourquoi moi, etc. C'est ce qu'ils soumettaient dans la case. C'est venu très tôt, ça, franchement. C'est venu très tôt. C'est vrai que dans sa première origin story, il n'y avait pas d'origine Atlante, mais c'est venu très très tôt au final quand même. Et donc effectivement, première couverture comme je vous disais. En même temps, Aquaman était aussi en histoire backup dans Adventure Comics jusqu'au numéro 284 et a été ensuite transféré sur le Detective Comics à partir du numéro 293. Ensuite, un peu après, il y a eu la première série solo d'Aquaman qui est arrivée. Et c'est rigolo parce que c'est dans un run assez récent où justement il y a le retour des trolls, des trolls de feu. Je sais plus c'est dans lequel, mais c'est en un assez récent où au final c'est Mera qui arrive à les contrôler. Et en fait, donc ce truc-là, ça date vraiment de sa toute première série solo, c'était en couverture. Donc vraiment, on voit les rappels que font des fois les auteurs sur des trucs du lore qui sont hyper anciens. Et donc, je sais qu'il y a un golem ou un troll de feu justement dans le dernier. C'était celui-là que tu dis avec Mera. À la toute fin du New 50, enfin pas à la toute fin, à la toute fin du travail de Jeff Parker, je crois. Sur l'île des dinosaures d'Atlana, là. Il y a un golem de feu, Ok, parce qu'un peu après, il y a pour faire face. Ah si, c'est au moment de Winter Soldier de comment ça s'appelle? Oui, t'as raison, c'est ça. C'est ce moment de Endless Winter où justement ils sont attaqués par les monstres de glace et du coup Aquaman veut aller chercher les trolls de feu et en fait Mera le suit alors qu'il lui avait dit de pas venir et c'est elle qui arrive à les contrôler et du coup ça devient son armée. Et du coup donc voilà, en fait c'est un rappel d'une histoire qui date de 62 et même sur la couverture c'est mai 62 et ça va aller du coup jusqu'à février 64 pour cette série. Et la première série solo, du coup, va durer 56 issues. Et ça va aller jusqu'à 1971 quand même. Du coup, après 3 ans de hiatus, Aquaman va revenir encore une fois en... Prochaine fois, je te censure.
que les choses soient claires entre nous. Je te censure de ce live. Mais attends, moi la dernière fois je fais une blague pareille, tu m'as censuré direct et lui tu lui mets un avertissement. Pourquoi lui il a des avertissements et pas moi? Parce que la vie est injuste. T'es le stagiaire. Et c'est une leçon qu'il faut que tu retiennes, Melvin. La vie est injuste. C'est important. C'est pour toi que je fais ça. Faut pas que je me fasse plaisir, vraiment. Mais t'es garde ce soir, donc quelque part. C'est ça. En plus, personne. T'as voulu être garde. On t'a pas obligé. On peut pas te respecter à partir de là. Je suis désolé. Mais t'es dans le personnage ou tu l'es pas en même temps. Est-ce qu'on peut le mettre en noir et blanc là pour le coup là? C'est vrai que ça mériterait du coup. Mais donc il va revenir aussi en histoire backup dans Adventure Comics, dans les issues 435 à 437, avant de devenir l'histoire principale à partir de l'issue 441 jusqu'à l'issue 452. Bon, ensuite il y a eu pas mal de choses. En gros, cette histoire-là va continuer en fait dans une série solo à partir de 77, du coup qui reprend la numérotation initiale. Et puis la série finit après seulement cette issue, elle n'a pas dû trop fonctionner, en 78 avec le numéro 63. Ensuite, voilà, il y a pas mal de... Ça va être pas mal de mini-séries pendant un moment, je ne vais pas tous vous les citer. Encore du Adventure Comics, il va passer dans World's Finest Comics aussi, sur 3 numéros. Il va retourner à Adventure, enfin voilà, il a voyagé un peu à droite à gauche. Mais on va passer du coup au post-crisis, pour se rapprocher un petit peu de maintenant. Et sa première apparition post-crisis, c'était dans une mini-série en 4 issues. Et c'était en 86. Ah oui, alors ça je l'avais mis tout à l'heure, parce que ça me faisait marrer, parce que du coup le Detective Comics où il est apparu, c'était un numéro avec Polka Dot Man. Et du coup je voulais quand même mettre la couve, parce que ce perso me fait vraiment rire. Et du coup, voilà, il revient, et ça va vous dire quelque chose. C'est de là que vient l'inspiration du costume bleu, dont on nous parlait justement pour le prochain film. Ok. Et oui. Oh, c'est ça, non? Bah, sûrement. C'est sûrement l'explication qui a été donnée, mais je ne vois aucun rapport entre la photo qu'on a eue de Momoa et ce costume. Attends, on est d'accord. Bah si, regarde, c'est sûrement l'explication qui a été donnée. Hein. Mais regarde, c'est la même couleur au niveau des jambes, tu vois. Il y a un endroit, c'est un peu plus foncé. Bah c'est ça, mais sur tout le costume, c'est pareil. Ouais, mais là, t'es quand même sur du violet, du turquoise, du blanc, du noir. Enfin. Et c'est dans l'histoire là. D'avoir le rapprochement, quoi. Non, tu l'as pas lu, toi. Est-ce que c'est dans l'histoire là ou c'est dans Time and Tide où il y a des origines, inuites? Enfin, non, c'est Time and Tide. Ah, c'est Time and Tide. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, où sa demi-famille, enfin son demi-frère est d'origine inuite. Oui, lui il a un espèce de grand-père adoptif. Hein. Ouais. Du coup, oui, c'est ça. D'accord. Mais donc, du coup, voilà. C'est pas mal. Franchement, les dessins sont vraiment cool. Je trouve qu'il y a des belles idées de mise en page avec des structures un peu art déco à des moments. C'est assez intéressant. En plus, du coup, ça touche vraiment au côté magique d'un peuple de l'Atlantide avec Horn, évidemment en grand ennemi. Du coup, qui va pallier à sa différence de force avec Aquaman, parce que là-dedans, il a vraiment une origine humaine. Pour le coup, c'est la partie où en fait, Horn, du coup, lui est vraiment humain. C'est le deuxième fils du père d'Aquaman, qui s'est remarié après Atlana, mais qui s'est marié avec une humaine. Sauf que en fait, c'est un peu pour remplacer Atlana, et qu'assez vite, ils sont devenus distants, et que du coup, Horn a toujours grandi un peu tout seul, est devenu l'enfant à problème, alors que le père ne fait passer tout son temps à s'occuper d'Arthur. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de début dans cette histoire-là. Donc voilà, costume bleu, tout ça. En 88, il y a un one-shot du coup Aquaman. Voilà, on a quelques numéros spéciaux en fait qui vont arriver. La prochaine série, donc le volume 4 d'Aquaman, à partir de 1991, mais ça a duré que 13 issues au final. Ensuite, le caractère a été réinventé dans la mini-série entre 93 et 94, justement Time and Tide, par Peter David, dont on reparlera certainement, et Kirk Jarvinson. Et du coup, ça m'a fait marrer, il y avait une pub pour Masque. Ça me rappelait mon enfance, donc je l'ai mise aussi. C'est super cool ces jouets, franchement. Voilà ce qu'il avait dans les comics à l'époque. Ça a une autre gueule que les jouets de maintenant, hein. Moi je vous le dis. Voilà. Et donc, alors le style de dessin de Time and Tide, par contre, c'est spécial. Hein. C'était Jarvinen, ouais, c'est ça. Jarvinen. C'est pas pour tout le monde. C'est très spécial, ouais. Il a une mâchoire vachement carrée. C'est très. Ouais. Et puis il a une nuque longue, une mâchoire très très carrée, très prononcée. Enfin, il y a vraiment un style. Bah, c'est les années 90, quoi. Oui. Pierre, dans cette partie-là, tu vois, on n'est pas dans la télépathie. Là, c'est vraiment, il parle avec les créatures marines. Et tu le vois, tu vois vraiment des dialogues entre les requins
où ils jouent sur le fait qu'ils n'ont pas de mémoire. Enfin, tu vois que c'est un traitement assez différent du personnage. D'ailleurs, dans cette histoire, sa première rencontre à ce moment-là avec Flash, du coup, ils se rencontrent, où ça se passe assez bien entre les deux. Alors, par contre, Aquaman, lui, déteste les humains. Ça, c'est clair et net. En plus, il a que des mauvais exemples pendant son court séjour sur Terre. Donc, il a plutôt des bonnes raisons de ne pas les aimer. Voilà, ça, j'en parlais en off avant de commencer. C'est le moment où Arthur veut faire la cour à sa sœur Dauphin. Parce que comic books, cherchez pas à comprendre, mais c'est arrivé. Bah, dans cette origin story, il y avait un côté très Tarzan où il était vraiment élevé par des animaux. Ouais. C'était le Tarzan des fonds marins. Il était élevé Ouais, par une bande de dauphins. C'est complètement ça. Et par exemple, tu vois, Mera, par exemple, je trouve qu'elle fait très cartoon. Ouais, Ah oui, oui. Ah, on dirait Ariel, ouais. Ouais, il y a un côté très Disney à ce moment-là, quoi. C'est assez spécial. Mais par contre, l'histoire est vraiment intéressante à lire. Franchement, je la conseille. C'est voilà, pour les gens, je pense qu'il faut déjà être lecteur de comics parce que comme première approche, c'est compliqué. Mais pour des gens qui ont une curiosité, un intérêt pour le personnage, c'est une des histoires, je trouve, qui peuvent être vraiment intéressantes. Du coup, sur lesquelles se pencher. Franchement, c'est plutôt cool. Avec, on le reconnaît ici de dos, un certain Vulko. Personnage toujours très important de l'histoire d'Aquaman. Hop. Et ensuite. Donc, ouais, ça a été la réinvention de l'origine d'Aquaman. Ça a été suivi par une autre série, donc cette fois le volume 5, qui a duré jusqu'en 2001. Et du coup, c'est celle-là. Alors là, on voit déjà un clair changement de style. Bah déjà, le personnage est beaucoup plus bourru, beaucoup plus brutal. Bah, on le voit là, par exemple. Ouais. C'est moins lisse. On est un peu plus proche de ce qu'on a au cinéma actuellement. Alors, niveau physique, je parle. Physiquement, oui, mais après, au niveau de la caractérisation, pour moi, on n'y est pas du tout. Non. C'est pas vers ces numéros-là où il va finir manchot? Enfin, il va lui manquer de main. Alors, il perd une main, effectivement, dès le numéro 2 de cette nouvelle série, donc la série 5, comme disait mangé par des piranhas. En fait, c'est pour ça qu'il perd une main. Ouais, sa main se fait dérouler par des piranhas. Et il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça complètement stupide, étant donné que c'est un mec qui est censé parler aux poissons. Alors, à quel moment il se fait dévorer la main par des piranhas? En fait, c'est expliqué en deux fois dans ce début de run. Ouais. La première explication, c'est que le super vilain qui lui plonge la main dans le lac à ce moment-là lui a dérobé une partie de ses pouvoirs télépathiques. Donc, il n'a plus la maîtrise totale sur les piranhas. Et surtout, ce qui est dit, alors là, par contre, il faut avoir lu ce qui se passe avant Time and Tide, c'est-à-dire les chroniques d'Atlantide. Il faut avoir lu tout qui est un world building, en fait. On en reparlera, je pense, au cours du live. Mais en très gros, c'est une histoire, origin story d'Aquaman sans Aquaman, puisque c'est tout ce qui se passe avant, c'est toute la construction de son lore. Et dès lors, il est déjà stipulé que lorsque les animaux marins sont soumis à une frénésie alimentaire, il est très difficile de les contrôler. Par exemple, les requins, quand il y a beaucoup de sang, ils rentrent dans une frénésie et là ça devient beaucoup plus compliqué de les contrôler télépathiquement, ce qui explique pourquoi ils se fait bouffer par les piranhas à ce moment-là. Moi je disais les Justiciers, justement, tu as le tome 0, l'année 0 de Justice of America où il est là et tout ce qu'il fait c'est parler en chuchotant parce que sous l'eau il doit crier donc il sait plus moduler sa voix. Et tu passes au numéro 1 qui se passe des années après et tu te retrouves avec un Arthur manchot et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a perdu sa main Ouais, quand il te manque des histoires entre forcément. Ouais. Bah ouais, et on t'explique pas en plus. Ouais. Et du coup cette série-là ça a été la plus longue qu'il y ait eu justement sur Aquaman, vu qu'elle fait en tout 75 numéros. Donc c'est l'ongoing le plus long qu'il y a eu sur le personnage. Et on voit que même Garth, ils ont essayé de le rendre un peu cool comme ça, tu vois. Raté les gars. Et du coup, ensuite, on a eu du coup une autre série lancée en 2003, et c'est celle-ci que j'ai commencé à lire. Du coup, j'ai pas encore eu le temps de la finir. Et justement, c'est celle où sa main va être remplacée en fait par de l'eau magique. En gros, c'est un moment en fait où on lui a rajouté une espèce de faiblesse, en fait, comme on l'a fait pour Superman, comme Green Lantern en avait une, où en fait il a vraiment besoin de l'eau. Il faut qu'au moins toutes les heures, je crois, tu m'arrêteras si je me trompe, Ose, il ait un contact avec l'eau, sinon c'est vraiment dangereux pour lui. Et le problème, c'est que là, il a vraiment été chassé des océans. Il a plus le droit, sinon les créatures marines vont l'attaquer, en plus du peuple Atlante et tout ça. Et heureusement, il va rencontrer du coup la Dame du Lac, en gros, et il va obtenir justement cette main en eau magique. Et ça, ce run est vraiment cool. Alors, je l'ai commencé, Ose, toi, je sais que tu l'as lu du coup complètement. Parce qu'au début, tu le vois justement, il essaie de retourner vers l'eau, et en fait, il se fait chasser, du coup, il
il est vraiment à deux doigts de mourir et heureusement il tombe sur cette mer cachée du coup qui est une espèce de mer magique, mais vraiment cool. Puis rien que vous voyez le dessin de la couve que je trouve hyper. Alors les dessins dedans sont pas du tout les mêmes, très clairement, mais je trouve ce run franchement plutôt sympa. Et du coup tout ça suit l'âge d'Obsidian. Enfin, toute l'histoire sur l'âge d'Obsidian, du coup, qu'il y avait eu dans la GLA. Ensuite, j'ai un paquet de notes. Ça va, on a bientôt fini. Après, bah, évidemment, il y a eu la mini-série Infinite Crisis. Ensuite, il y a eu 1 Year Later avec le relaunch. La série a été renommée Aquaman Sword of Atlantis, ce qui, du coup, est un gros changement. Et ça, on en parlait en off, avec l'introduction d'un nouvel Aquaman. Il y a eu pendant un moment un deuxième Aquaman qui est du coup Arthur Joseph Curry. Donc vous voyez Parker Busiek et Butch Guice. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, peut-être qu'on en parlera plus tard. C'est une histoire un peu compliquée. Mais dites-vous que pendant un certain temps, il y a eu un deuxième Aquaman. Voilà, ça a été quelqu'un d'autre. Donc ça c'est à partir de l'issue 40. Mais il y a un autre Aquaman, mais qui a le même prénom. Arthur Joseph Oui, Curry, c'est Arthur Joseph. Mais non, mais... Celui-là, je l'ai pas lu, c'est pas un Elseworld, non? Non. Non, c'est pas un Elseworld. Non, en fait, ça fait partie de la continuité. En fait, le délire, c'est que, du coup, Aquaman, dans cette histoire-là, en fait, il s'est passé un truc, je sais plus c'était à cause de quoi, où il s'est retrouvé transformé physiquement et il a perdu la mémoire. Et donc, c'est un accident de bus ou un truc comme ça? Accident de bus scolaire ou un truc comme ça, je crois. Non. Non. Lui, par contre, en fait, il vivait dans une espèce de tanker, enfin comment dire, d'aquarium. Ouais. Parce que en fait, il était né prématuré, sa mère était morte, et son père avait dû lui injecter une sorte de sérum, ce qui du coup lui donne ses capacités et tout ça, mais bon, qui faisait qu'il pouvait pas vivre en extérieur. Et donc sa seule vision du monde extérieur, c'était une fenêtre. Et un jour, il y a une espèce de tempête qui fait qu'en fait son aquarium se casse, et c'est de là qu'il est libéré, qu'il commence à découvrir le monde. Et en fait, Aquaman, donc le vrai Arthur Curry, lui a perdu la mémoire et vit au fond de l'océan. Il s'appelle Ocean Dweller ou un truc comme ça. C'est une espèce d'ermite du fond de l'océan qui a des espèces de tentacules à la place des cheveux. C'est une espèce de créature. Et il va le rencontrer justement et il va lui faire des espèces de prédictions sans se rendre compte que ces prédictions, en fait, sont en réalité des souvenirs de sa propre vie. D'accord. Petit à petit, il va se rendre compte que lui-même est Aquaman, mais en fait, sans retrouver ses souvenirs, ça va venir pas mal de temps après. Enfin, voilà, c'est tout pour ça que je disais que c'était compliqué. C'est tout un délire. C'est voilà. T'as dit qu'il s'appelait Arthur Joseph Curry. Joseph, ouais. Et d'ailleurs, celui-là va plus vouloir s'appeler Arthur ensuite, parce que justement, il considère ça comme un nom volé. Et par contre, il a disparu depuis un moment. Je crois que ça fait depuis 2011, je crois qu'on n'a plus jamais entendu parler. Ouais, depuis les New 52, quoi. Ouais. Il a complètement disparu de la continuité d'ici. Je crois qu'il est revenu dans Convergence, mais n'ayant pas lu Convergence, je ne peux pas être plus catégorique. Mais j'ai j'ai lu qu'il était revenu dans Convergence. Alors moi, j'ai lu Convergence, mais ne sachant pas qui c'est. Mais attention, Convergence, tout n'a pas été publié en VF. C'est vraiment un event qui était quand même assez conséquent. Et je crois qu'il y avait un titre qui s'appelait Aquaman Convergence. Ah, donc, voilà. Et il y a un retour de ce personnage-là. Je pense que c'est juste un passage. Hein, mais voilà. Parce qu'en plus, il y a eu toute une grande période où du coup Aquaman était mort de toute façon, et il est revenu avec Blackest Night. C'est là où il a été, ça a été un des premiers à être ressuscité d'ailleurs, avec Sirène, je crois, et je sais plus qui, avec deux autres de souvenirs. Ouais, c'est à ce moment-là que Mera elle intègre la Justice League, je crois, à sa place. Je crois, ouais. Il y a une histoire comme ça. Ouais. Oui. Et du coup, voilà, puis il réapparaît aussi dans Brightest Day. Et ensuite, on a du coup The New 52 en septembre 2011, avec le début du volume 7, de la 7e série vraiment d'Aquaman, qu'on voit donc ici, donc la série New 52, avec un Aquaman, là vraiment version moderne, tel qu'on le connaît. Il y a eu aussi un spin-off, alors ça je le connaissais pas, tu vois, qui s'appelle Aquaman and the Others. Coup, ici. Et je suis curieux. Oui, bah oui. Faudra que je me le tente, celui-là, je l'ai jamais vu. C'est publié dans le volume 2 chez Urban. Ok. Ouais, c'est ça. Hein. Ça s'appelle les publié en VF, ça. C'est publié dans le volume, c'est le volume 2 de Urban. C'était sur un arc de transition c'est un arc
l'histoire de Throne of Atlantis, c'est pas vraiment mémorable, mais tu en as besoin pour lire Throne of Atlantis. C'est vraiment de la mise en place de la construction. Et quelques petits flashbacks concernant son passé en tant que jeune adulte. D'accord. Bah, du coup, il y a eu 11 numéros du coup sur cette série-là, Aquaman and the Others, entre 2014 et 2015. Et par contre, sa série principale, a duré pendant l'entièreté de l'ère New 52 chez DC, et c'est fini avec le numéro 52 en 2016, vu qu'évidemment, il y a eu le relaunch avec DC Rebirth. Et puis voilà, après il y a eu Rebirth, on en parlera certainement. Du coup, là où c'était une série où Aquaman voulait que Atlantis soit beaucoup plus proche des êtres humains et des terres immergées, où d'ailleurs il fait construire une ambassade justement près des côtes avec Mera justement qui en devient l'ambassadrice. Et puis voilà. Puis juste finir, il y avait donc voilà la série Rebirth évidemment du coup. Et ça, si vous voulez faire plaisir pour Noël à Oz, je vous conseille de lui offrir cette magnifique figurine Aqualad de Garce, que je trouve absolument splendide. Donc voilà, si vous voulez lui faire plaisir, vous saurez quoi faire pour Noël. Voilà. Et juste en lecture, il y a les... Je sais pas s'ils ont fait d'autres, mais il y a le... Parce que je le vois ici, Arthur Curry Aquaman. Bah, il y a les fameuses histoires... C'est pas le Rebirth? Non, c'est après. C'est la suite. C'est du Rebirth. C'est la continuité de Rebirth. Ça reprend après le travail de Hamnet. Je sais plus, en termes d'épisodes, je sais plus combien, mais c'est la suite de Rebirth. Pour le coup, Rebirth a été publié en intégralité en VF, ce qui n'est pas le cas des New 52. Mais Rebirth, t'as juste le 66, je crois, qui est du Endless Winter, donc qui est publié dans Endless Winter, mais sinon t'as tout en VF pour Aquaman Rebirth, donc ça c'est cool. Mais bon, c'est pas après non plus des grandes lectures. D'accord. Et juste un petit détail quand même à dire qui est important sur Aquaman. Il faut savoir que Aquaman et Mera, c'est le premier mariage de super-héros dans un comic book. Parce qu'il me semble que chez les X-Men, il y avait déjà eu un mariage chez les X-Men. Mais chez DC, premier mariage en direct, quoi. Oui. Qui n'est pas juste mentionné, donc voilà. On voit vraiment le déroulement. Ouais. Exactement. Et donc voilà pour l'histoire de la publication d'Aquaman. Alors. Pas mal, c'était intéressant. on t'envoie les billets après, c'est ça? On fera ça. Mais non, mais franchement, c'est super intéressant. J'ai appris plein de trucs sur le personnage. C'est quoi ton époque préférée, toi, du personnage, du coup, Oz? Si t'en as une période. Ou alors c'est plus vraiment des runs. Je dirais celle de Peter David, années 90. Ouais. 90 jusqu'à... Alors Peter David, malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il a terminé, je crois, l'épisode 48 ou 46, je sais, 48. Et du coup, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il avait prévu. Il a été remplacé et malheureusement, c'est très compliqué de trouver la deuxième partie de son run, même en VO. Du coup, moi, j'ai lu que la première partie, mais c'est franchement excellent. C'est génial. Avec les cheveux longs ou encore avec les cheveux longs et la barbe, voilà. Okay. Qui est une itération qui a soi-disant inspiré le Aquaman du cinéma, mais je suis pas trop d'accord avec ça, quoi, pour le coup. Oui, non, c'est un peu facile, ouais. Bah là, c'est vraiment le côté, tu prends un panel de comics, tu dis qu'il ressemble, et du coup, c'est bon, c'est comic accurate. Hein. Ouais, parce que physiquement quoi. Éventuellement, mais au niveau de la caractérisation, on n'y est pas du tout. Là, on est sur un dépressif. Chez Peter David, on est sur un dépressif. Tu lui mets une bouteille de Jack Da dans l'aquacave, il la siffle, quoi, tu vois. C'est vraiment sur un dépressif qui n'a pas le mot pour rire, ou alors c'est de l'humour noir. C'est sinistre, quoi. C'est très étrange. Ça n'a rien à voir avec le Jason Momoa qui sent le dessous des aisselles, quoi, si tu veux. Oui. On a des années-milliards de ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est quoi votre série préférée à chacun Dylan, Melvin? Du coup, moi, c'est les New 52, mais les trois premiers, donc les deux là, et puis le premier que j'ai lu en démat. Hein. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur la série New 52, je vous conseille vraiment. Il y a du coup les vidéos qu'ont faites Oz et Jay, donc les rubriques de Jay, qui sont sur leurs deux chaînes et qui sont super cool, qui sont vraiment très bien foutues. Donc ouais, je vous conseille vraiment d'aller voir ça pour entendre parler en profondeur de ces arcs, avec des très bonnes parties d'arcs, on va dire. C'est ça. C'est souvent le cas. Ouais, clairement. Et toi, du coup, ton histoire préférée d'Aquaman Comment en solo? Ouais. T'en as pas lu, toi, du coup. J'en ai en solo, j'ai lu le tome 1 New 52 que j'ai bien aimé et qui m'avait fait penser, et ça c'est légitime, au film en fait. Parce que moi, ayant vu le film. Après, c'est normal, hein, Geoff Johns a coécrit le scénario du film. C'est lui qui
écrit le scénario du comics, à un moment, tu te dis, bon, faire un truc original. Il reste plus que les deux là, Melvin. Repomper ton Reste plus que ces histoire. deux là. Et on n'a pas un truc qu'on n'a pas cité, c'est son nom original. Enfin, un peu comme Kal-El et Clark Kent. Oui, il a un prénom. Ouais. Orin. Du coup, son nom Atlante, qui le suit depuis longtemps. En plus, on sait qu'on l'entend très rarement, je trouve. Qui n'a pas du tout été utilisé d'ailleurs dans les films, je crois. Non. Non, pas dans le film. Mais il avait déjà utilisé. Oui, vas-y. Parce que dans les films, donc on épouse l'origin story d'Adventure Comics 260, donc qui est celle de l'âge d'argent, dont tu vas parler, Deviant, qui n'est pas la première origin story du personnage, mais la deuxième. Parce que on en a parlé en off, mais je crois que tu l'as pas mentionné, Sofiane, dans ta petite review. La toute première origin story du personnage, c'était le père d'Arthur était un explorateur marin qui s'est installé dans les ruines de ce qu'il pensait être Atlantide. C'était Atlantide, mais là pour le coup c'était une civilisation complètement morte, il n'y avait personne qui vivait, c'était juste des ruines au fond de l'océan, et donc le père d'Arthur s'y installe, et il découvre des vieux testaments, des vieux manuscrits, des parchemins, qui vont lui apprendre des formules magiques, enfin voilà, des sorts, pour permettre de survivre dans un environnement aquatique, et il va apprendre ça à son gamin, et du coup voilà, c'est cette fameuse histoire. D'ailleurs son père et sa mère ne sont pas du tout, enfin sa mère n'est pas mentionnée, on sait juste qu'elle est morte et son père, il n'est même pas nommé, quoi. C'était vraiment une origin story qui tient en 3 cases, hein, on peut le voir, elle tient vraiment en 3 cases, pour expliquer rapidement, vite fait, bien fait, voilà pourquoi il respire sous l'eau. On s'emmerdait pas avec le background, quoi. Ce qui est super drôle avec moi ça m'a fait rire sur le coup, je t'avoue, sur son origin story, c'est qu'en fait, en gros, bon, forcément c'est l'époque, il sauve un bateau d'un sous-marin nazi, et du coup ils sont sur un bateau de sauvetage, machin, et le capitaine du bateau, du coup, qui l'a secouru, qui lui demande mais qui êtes-vous? Comment vous avez réussi à faire ça? Et du coup, c'est vraiment un truc d'époque où Aquaman commence à lui raconter toute sa vie. En mode, eh bien, puisque vous me demandez, il n'y a pas de problème à vous le dire. Et du coup, il commence à raconter. Alors, tout commence avec mon père. C'était un fameux explorateur sous-marin. Si il je était vous dis une non, fois. vous sauriez certainement de qui je parle. Et du coup, ma mère était morte quand j'étais juste un bébé. Et après, il s'est tourné et il lui raconte toute l'histoire. Et en fait, tout le flashback, c'est lui qui. Et j'imagine le capitaine à côté qui, ok, je voulais pas en savoir autant, en fait. Et ça, c'est marrant parce que le mec, il est déjà parti et lui, il finit son histoire, quoi. Excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est exactement la même chose dans le Adventure Comics, donc qui pour le coup est l'origin story du Silver Age qui arrive en 1959, qui est l'origin story la plus connue, c'est celle qui a été reprise par Geoff Jones, dans laquelle il y a tout le background avec Atlantide et tout, parce que là ça n'existait pas, hein. Vraiment l'âge d'or, Atlantide pendant l'âge d'or. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait limite Batman, Superman, enfin tous les autres avaient plus d'histoire en rapport avec Atlantide qu'Aquaman. Aquaman, on servait de la ville pour expliquer vite fait là ce qu'on vient de vous dire avec l'origine story du père et tout, mais Atlantide, c'était vraiment juste un prétexte. À l'époque, pendant l'âge d'or, c'était plutôt un prétexte pour créer des personnages un peu fantastiques, comme la fameuse sirène Laurie Lemaris, qui est la sirène amante de Superman. Je pense que vous avez déjà vu cette fameuse couverture où Lois est en pleurs le long du rivage et t'as Superman qui se barre avec une sirène. Voilà. Et donc, la sirène. On voit dans un One. Oui, exactement. Ouais. Et donc la sirène qui est donc Laurie Lemaris, qui vient pas d'Atlantide, enfin qui vient d'Atlantide, mais de Tritonis, parce qu'il y a plusieurs cités au sein de l'Atlantide. C'est pas juste une ville, Atlantide, c'est carrément un royaume. Et donc elle vient de Tritonis. Et donc du coup, vraiment à l'époque, c'était un fourre-tout Atlantide pour expliquer la création de plein. Voilà. Pour avoir plein de contextes, pour raconter des histoires. D'ailleurs, la première apparition d'Atlantide dans un comics d'ici, c'est pas du tout chez Aquaman, c'était une histoire avec le père de Zatanna, Zatara. Et c'est très vieux, hein, c'est vraiment 1939-1940, c'est très très vieux. Et donc c'était une histoire, voilà, où il y avait une civilisation qui habitait dans Atlantide, mais il n'y a rien à voir avec Aquaman, quoi. Ok, ça je savais pas. Et ça, l'histoire avec Atlantide et Aquaman, ça vient de 1959, donc Robert Bernstein et Ramona Fradon, donc ce que tu nous as montré justement, qui est l'origine story qui a été reprise par le cinéma, puisqu'elle a été reprise par Geoff Jones également. Mais ça, c'est la deuxième origin story. Oui. Et après quoi, il y en a eu d'autres. Il y a eu donc celle de 1989 de Robert Loren Fleming, où il était chassé d'Atlantide bébé. Oui, où il le laisse sur un récif où il y a la marée qui monte et qui descend. Parce qu'en très gros, être blond à Atlantide, c'est synonyme de mauvais présage. Et tous les enfants blonds à la peau pâle,
étaient, donc moi je serais dans la merde si tu veux quoi, ils étaient abandonnés sur un récif corallien et puis parce qu'ils étaient considérés comme porteurs de du mauvais œil quoi. Et donc du coup tous les enfants étaient abandonnés et Arthur il va réussir à survivre grâce à ses super pouvoirs. Il va réussir à survivre et en errant, il va vraiment grandir tout seul. Il n'y a pas encore cette histoire de dauphins qui viennent le prendre sous leur aile et tout. Il va grandir tout seul au fond de l'océan et il va rencontrer le père qui s'appelle Arthur Curry. Pour le coup, son père adoptif s'appelle Arthur Curry, il va reprendre son nom puisque ce dernier va mourir, après quoi il va retourner dans l'Atlantide, et puis là il y a toute une histoire, enfin bref. Donc ça c'est vraiment la 3e origin story, qui a été quelque peu peaufinée par Peter David, où il a repris la même origine, mais il a rajouté le fait qu'il a été élevé pour le coup par des dauphins, mais grosso merdo c'est la même histoire. Oui. Et puis après Geoff Jones en 2011, il reprend l'origin story de 1959, et James Wan, dans son film, reprend l'origin story de Geoff Jones, voilà, qui n'est pas forcément la plus logique, je trouve, la plus cohérente. Oui. Toi, qu'est-ce qui en fait un personnage aussi intéressant pour toi, du coup, Aquaman? Qu'est-ce qui fait sa spécificité, vraiment? Déjà, c'est super pouvoir. Je trouve ça super cool. T'as l'océan pour toi tout seul. Donc le calme, enfin voilà, c'est l'aventure. Il y en a, tu vois, qui aiment beaucoup les space opéras pour le côté infini, où on peut raconter ce qu'on veut dans l'opéra, dans la galaxie. Moi, j'aime bien ça pour le monde aquatique, parce que c'est pareil, tu peux dire quasiment ce que tu veux, mais il y a quand même des limites, parce que tu restes sur Terre, tu n'as pas autant de possibilités que quand tu es dans l'espace. Donc moi j'aime bien, tu vois, ça correspond clairement à ma personnalité, c'est-à-dire que j'aime bien l'aventure et la poésie, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop débordant et que ça aille trop loin. Ouais. Donc pour le coup, le fond aquatique, c'est parfait. J'adore, moi, tout ce qui est en rapport à la mer, donc forcément, c'est le personnage qui a les meilleurs pouvoirs pour le coup. Et puis j'aime bien la caractérisation de ce personnage. Dans des versions, une fois de plus, mais dans la version la plus canonique, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant, mais qui est très humble, qui est toujours en retrait, qui est pas souvent là d'ailleurs au sein de la Justice League. Il y a beaucoup d'histoires, il est absent parce qu'on imagine qu'il y a autre chose à foutre, parce qu'il a 75% de la planète à gérer à lui tout seul. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est lui qui a la plus grosse partie de la planète à gérer. Et c'est quelqu'un voilà, qui se la ramène pas, qui est toujours en retrait, un peu dans l'ombre, et j'aime beaucoup alors qu'il est extrêmement puissant. Au niveau de ses pouvoirs, il est le rival de Superman dans l'océan, quoi. Et c'est ça qui me passionne chez lui. Ouais, je comprends. Et toi, Dylan, du coup, c'est quoi pour toi les qualités, les spécificités d'Aquaman? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le personnage? Je pourrais pas en parler autant aussi bien que Oz, forcément. Aucun mais voilà. Non, mais presque pareil. C'est comme je l'ai dit en relisant les New 52, globalement, c'est comme ça que je le connais le mieux. Et là, c'est vrai que les petits mots que j'ai entendus d'Oz et de G, peut-être aller vers Rebirth, ou en tout cas un des tomes que tu as dit là, où il est un peu plus edgy, je vais dire. Ou encore le truc magique, ça peut être intéressant pour dire de développer plus, mais vraiment le côté. La fameuse phrase qui, je trouve, correspond mieux aux termes de super-héros, ça vient de chez Marvel, le fameux Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et je trouve que ça va hyper fortement bien à Arthur Curry, qui a une évolution, surtout, du coup, comme je le disais, dans les 3 premiers, folle, en fait. Dans le 3e, quand tu arrives à la fin du 3e, tu te dis, le mec, c'est un dieu, en fait, et il doit gérer des trucs, tu te demandes, mais comment il fait vraiment, tu l'as dit en retrait, une certaine sagesse. Des fois, il est pris entre deux feux et être trop fonceur dans ses réflexions et pas du tout. Vraiment, ouais, ça qui m'attire chez lui. Ce que je trouve admiratif d'un héros, en fait, cet espoir quelque part aussi qu'il arrive à trouver, les relations, les interactions. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Et bon, voilà, après, comme on l'a dit, pour les 2 deuxièmes tomes, New 52, après, quand tu tombes après... ils t'ont marqué. Ouais, mais c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as un dieu, et puis la même chose, le trident, tu vois. C'est pas possible, Arthur. Tu fais quoi, là? Donc, non, mais voilà, c'est vraiment... Pour le moment, il est dans mon top 3 facile des persos d'ici, parce que... je crois que c'est toi, Oz, qui a dit c'est quasiment Superman sous l'eau. Moi, c'est ce qui me touche un peu aussi dans comment le personnage est développé là-dedans. Parce qu'on ne parle pas souvent de tous ses pouvoirs, mais quand tu regardes vraiment la panoplie de ce dont il est capable de faire, c'est hallucinant. Déjà, il voit dans le noir, et ça, c'est valable sur Terre aussi. Il résiste à tous les chocs thermiques, il résiste au froid le plus glacial, il résiste à la chaleur la plus intense. Il résiste donc aux armes énergétiques de ce fait. Il a une super ouïe qui n'est pas aussi puissante que celle de Superman, mais il le dit clairement, je crois que c'est dans les New 52, il peut entendre le cœur d'un humain battre dans un sous-marin, quoi.
Donc, Ouais. et tu vois, tous ces pouvoirs qu'on ne mentionne pas souvent, pas forcément, ils sont quand même là. Et c'est pour ça que quand tu mets tout ça au bout du compte, et puis bon, après tu rajoutes les pouvoirs qui sont liés à son trident, donc là c'est fini, quoi. Quand on t'explique que le mec, il peut s'il veut vraiment, tu sais, donc déjà sa télépathie, s'il exploite au maximum, il peut communiquer avec toutes les espèces aquatiques et même les oiseaux qui ont rapport avec l'eau, par exemple les mouettes. Ouais, les mouettes. Il peut communiquer avec toutes en même temps de la planète. Donc imagine, il t'envoie tout ça sur la gueule en même temps. Comment ça marche? Mais Donc, comme t'as dit, avec agrandi par rapport au tout début. Au tout début, il avait une portée de, je crois que c'était 18 mètres. Ouais. Vraiment au tout début au Golden Age. Et du coup, mais bon, parce qu'à l'époque, c'était son père qui lui avait appris, machin, c'était en parlant. Mais du coup, ouais, c'est là qu'on voit l'évolution, comme Superman, qui à la base pouvait juste faire des grands sauts par-dessus les immeubles. De toute façon, les personnages ont évolué. Il n'y a pas des versions où ils volent aussi? Alors, c'est le sceptre de Poséidon qui lui permet de voler, ça c'est dans les New 52, mais c'est le sceptre, le trident qui lui permet, tout comme le trident lui permet de gérer la foudre à un moment donné. Mais bon, après, ça c'est pas vraiment lié, c'est plutôt ce que le scénariste a envie d'écrire. C'est pas une version canonique du perso. Ouais. Quoi. Et quand il a son trident, il est intouchable. Ouais, puis rien que sur la force, déjà, c'est logique. Quand tu vois les profondeurs et donc les pressions d'eau auxquelles ils peuvent résister, il peut aller dans des endroits où aucun véhicule humain, de toute façon, ne peut se rendre. Et en plus, il ne faut pas oublier, comme tu dis, donc, déjà le nombre de créatures, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi toutes ces espèces de créatures qu'on croit mythologiques qui existent dans les fonds des océans auxquels il a accès. Donc le mec peut débarquer avec le Kraken, avec une armée même sans bouger un petit doigt, juste son armée de créatures peut détruire une armée de toute façon, quoi. Lui, il peut rester sur un transat à regarder ce qui se passe, en fait. Et un truc, tu vois, que je trouve qui est jamais, excuse-moi, Dylan, un truc qui est jamais exploité, moi que j'exploiterais si je devais écrire sur lui, c'est que dans l'océan, tu as aussi des millions de types de bactéries. Oui. Qui obéissent à ses ordres. Donc déjà, il peut te faire tourner la flotte. S'il veut, il peut te rendre déjà l'eau invivable. Tu vois, rien que ça, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un moment, c'est chez les New 52 de Dan Abnett, c'est marrant parce qu'il doit enquêter sur un meurtre qui a lieu dans une piscine. Et il va dans la piscine, il essaye de se concentrer, de méditer au-dessus de l'eau. Il dit, cette eau, elle est aseptisée. J'arrive pas, je rentre pas en adéquation avec. C'est pas de la vraie eau. L'eau, elle est morte. Il appelle ça dead water. Tu vois. Avec le chlore et tout. C'est l'eau qui est morte parce qu'il n'y a plus de bactéries dedans. Alors que lui, il communique avec les bactéries qui sont dans la flotte. Donc déjà, rien que ça, tu vois. Et du coup, même question, Melvin. Toi, le personnage, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu peux trouver intéressant dans le personnage? Bah, moi, c'est ce que j'appréciais bien quand je voyais dans la Justice League, pour le coup, c'était que là où ils avaient tous leur ville à protéger, lui, il avait une ville à gérer. Tu vois, lui, il avait, dans certaines issues, il était sur le trône et donc souvent, il leur sortait, mais moi, j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai des affaires à gérer. Moi, j'ai une ville, voilà. Mais moi, ce que je préférais, c'était après, justement, c'était l'interaction qu'il avait avec sa femme. Parce qu'il y a des moments, j'en ai lu aussi, où c'est elle, où il lui a donné, elle, le trône, pendant que lui, il s'occupe de choses. Et c'est vrai que ça, c'était intéressant, parce qu'elle, elle revient toujours à la charge en lui disant, mais c'est ton trône, c'est toi qui dois gérer. Et lui, il dit, mais non, je t'ai donné les rênes, débrouille-toi, quoi. Donc moi, c'était ce côté, j'ai un trône, j'en veux pas forcément, ou tu sais, le côté, voilà. Et oui, comme dit Kriska, oui, Mera, oui, elle peut faire exploser. Ouais. Elle peut faire exploser ou assécher n'importe qui. Enfin, c'est péter son pouvoir. En fait, les deux sont vachement complémentaires. Ouais. Oui, c'est ça. Mais quand tu contrôles l'eau, c'est inimaginable ce que tu peux faire. Enfin, c'est juste un truc de fou. C'est n'importe quel être humain, tu le tues en 2 secondes. Il suffit de faire sortir l'eau de son corps, c'est fini, quoi. Qui peut-tu qui survive à ça? Mais déjà, depuis la première apparition de Mera pendant l'âge d'argent, et ça, je trouve que c'est pas mal, il y a beaucoup d'humilité vis-à-vis du personnage d'Aquaman, c'est que même lui le dit que Mera est plus forte que lui. C'est-à-dire que tu lis des récits où tu as Aquaman qui est en danger, et je trouve ça fort quand même pour des trucs qui datent des années 60, où c'est souvent la gonzesse qui vient aider le mec, quoi. Très très souvent, c'est Mera qui vient l'aider. En fait, d'un moment, il va dans un sous-marin, et pareil, c'est Mera qui arrive, qui commence à balancer justement des jets d'eau sur le sous-marin, qui le bousille à moitié, et qui est en mode, mais vous croyez quoi, que j'allais attendre, en fait? Vous avez oublié qui je suis? Et elle débarque en mode, non, c'est bon, je suis venu pour discuter, là. Mais c'est ça, Mel a bien dit complémentaire, parce que du coup, elle a ce côté un peu fonceur, que lui, il est plus tempéré, et pareil, du coup, ça rejoint dans leur caractère, le bon soutien quand il est perdu. En plus, puisqu'on parle de Mera, justement, c'est vrai que le rapport d'Arthur et Mera a vachement évolué avec le temps, est passé par plusieurs crises. Il y a eu, par exemple, quand ils ont perdu le petit Arthur, qui a donné justement tout un truc où Mera lui en a voulu pendant un moment. Enfin, ça a été très compliqué. En plus, il y a les histoires avec sa sœur jumelle.
pendant un moment, qui s'était fait passer pour elle, qui dirigeait Atlantis. Il y a eu tout simplement quand il a appris qu'à la base elle était venue pour le tuer, quand même. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Mera, la Nouvelle Vie, en fait, c'est pas juste un royaume d'Atlantide, c'est vraiment une autre dimension. À la base, elle était venue avec pour mission par son père de le tuer, sauf qu'elle a appris bien plus tard, en fait, que son père voulait pas vraiment qu'elle le tue, qu'en fait, c'était pour lui faire découvrir autre chose, sauf qu'en fait... Ouais, ça c'était super cool. Alors après, il y a aussi des moments où en fait non, c'était vraiment pour le tuer. Du coup, sa sœur d'ailleurs vient avec tout un commando pour remplir la mission. Je sais pas, Ose là-dessus, sur le rapport Mera Arthur, s'il y a des trucs à dire, des choses qui t'ont particulièrement intéressé ou dont tu as envie de parler ou... Bah justement, moi c'est ce que j'ai oublié de dire aussi hein, quand tu m'as posé la question de qu'est-ce qui me plaît chez le personnage, c'est que c'est le perso le plus stable qui existe dans le monde de DC Comics en fait. C'est-à-dire que le mec, il a rencontré sa nana là-dedans, dans je sais plus quel épisode, et genre 6 épisodes après, il se marie avec elle. Ils ont un gosse quelques années après ensemble. Après quoi, elle part en dépression, elle finit à l'asile. Il manque de se séparer. Enfin, ils ne se séparent pas officiellement, mais voilà, officieusement, c'est compliqué. Il a une petite aventure avec Dolphin, mais rien de bien. Et il retourne vite avec Mera. Mais je trouve que c'est vraiment une famille ultra stable. Ultra stable, et c'est une petite famille qui est touchante, quoi. Et quand il leur arrive cette horreur qu'est le fait de perdre ton gamin, ça détruit le couple, mais pas complètement, puisqu'ils arrivent quand même à se remettre. Donc c'est vachement touchant, quoi. C'est pas, ils sont pas volages, il y a vraiment ce côté famille fidèle, quoi, que j'aime beaucoup. Alors, dans l'histoire justement où il porte le costume bleu, je t'avoue que s'il avait moyen, ça irait plus loin. À la fin de l'histoire, quand ils doivent se séparer du coup avec la reine du royaume magique caché là, il est en mode ouais, on va plus se revoir alors. Mais vraiment, tu sens les deux face à face en mode oh, c'est dommage. Tu veux pas que je te ramène chez toi? Oui. Oh bah ça tombe bien, il y a des heures de route. On va avoir le temps de discuter. Qu'est-ce qu'il entend par discuter? C'est bien qu'on parle de ce côté-là parce qu'il y a un peu vite fait de ça dans les premiers New 52 où du coup il y a Yawara qu'on comprend du coup qui rajoute du coup du lore du background au personnage et lui il dit non même Mera je suis avec Mera, je suis fidèle. Pas, tu vois, Spies qui dit, et franchement, il faut lire la série Mera, Reine d'Atlantis, qui complète très bien Underworld, un des meilleurs runs d'Aquaman. Et je rappelle aussi que tu as fait partie, t'as le moment où elle fait partie de la Justice League aussi, Mera. Oui. Au départ, elle vient pour tout bousiller, je me rappelle plus exactement, je l'ai lu il y a longtemps, mais elle arrive en mode énervé, je me souviens. Et ils comprennent tous qu'il faut vraiment, mais alors vraiment pas la faire chier. Et du coup, ils lui disent, viens dans la Justice League. Viens, on le prend, c'est bon. Ah, mais c'est récent, ça, c'est dans les Reverse. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est dans les Reverse que t'as ça, parce que, en fait, Arthur, je sais pas où il est, parce que ça fait partie des trucs où quand tu lis que Reverse, tu sais pas ce qui se passe. Arthur, tu sais pas où il est. Je crois que c'est Horn qui est devenu roi d'Atlantis. Et donc, elle vient aider la Justice League et aller sur des affaires, voilà. Et c'est intéressant parce que elle contrôle l'eau, donc déjà, c'est un autre pouvoir, parce que du moins, tu vois Justice League avec Aquaman, avec ses capacités physiques et tout ça, ses résistances et tout ça. Et d'un autre côté, tu vois Mera qui, elle va contrôler l'eau, donc tu sais, ça change totalement un petit peu la dynamique de l'équipe. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et Neil qui demandait, il est comment Superman par rapport à sa... il est comme Superman par rapport à sa résistance physique? Comment est-ce qu'on compare la force des deux? Comment est-ce qu'on compare? Je peux pas te dire. Je peux te dire la vitesse à laquelle il nage, mais je peux pas te dire... Bah déjà, même Deviant, du coup, vous voyez une genre de kryptonite, parce que là, j'en vois pas comme ça. L'hydratation. Si, Deviant en a parlé. Il a une faiblesse qui est récurrente. Alors, pendant l'âge d'argent, c'était violent parce que c'était 1 heure. Tu avais le droit à 1 heure hors de l'eau. Garth et lui compris, hein, ils avaient le droit à 1 heure hors de l'eau, donc forcément il y a beaucoup de scénaristes qui s'amusaient à broder des enjeux autour de ça, mais c'était cucu, hein, c'était l'âge d'argent quoi. Et puis après c'était plus 1 heure, c'était plus forcément limité dans le temps, et par moment tu as l'impression qu'il a aucune faiblesse, et d'autres moments, Geoff Jones, quand il le met dans le désert par exemple, tu vois qu'il en chie, tu vois qu'il est en train de se déshydrater, ce qui est une aberration dans le film, où il se balade en plein milieu du Sahara avec Mera et qu'ils s'en sortent très très bien, beaucoup mieux que nous qui n'avons pas cette faiblesse. N'importe quel humain a cette faiblesse vis-à-vis des chaleurs, des fortes chaleurs, mais eux devraient être encore plus impactés que nous, et pourtant dans le film ils sont tranquilles, quoi, tu vois. Et ça c'est une aberration, c'est un truc qui m'énerve dans le film. D'ailleurs dans un des runs de Justice League ou de Batman, je sais plus si c'est Scott Snyder ou pas, en fait justement Batman, pour vaincre Aquaman, il lui donne la phobie de l'eau. Et en lui donnant la phobie de l'eau, en fait, comme il va plus dans l'eau, il se déshydrate. Il se déshydrate, ouais. Enfin,
Alors, ça. Christian, C'est dans ces versions-là où Wonder Woman, il a fait se battre contre elle-même, entre guillemets, dans sa tête, donc c'est elle la arrête tour de pas de se Babel. battre. Je C'est la crois que tour c'est des- ça, je crois que c'est ouais. la tour de Babel, cette histoire-là. Mais c'est alors vrai, Christian, comme pour tu te dis, répondre, vas-y. je disais, c'est juste pour revenir sur, comme il disait dans la New 52, c'est vrai que du coup, t'as pas ce seul point négatif. Je vais dire, t'as pas ces grandes faiblesses, hormis la partie, comme tu disais, dans le désert, où là, il doit être secouru et tout. Il a moins de. Ouais, il a moins de. Dans les New 52, il y a quand même plus un côté intouchable qu'avant, quoi. Ouais. Et donc, Christian, pour te répondre, alors, je veux le même pouvoir que Meram avec le lactose. Faites gaffe à vos os pétés de rire. Alors, rigole pas parce que t'as ça dans une série. T'as ça dans la saison 2 de Misfits, où t'as un mec qui contrôle le lactose et il profite d'être je crois que c'est un salon où tout le monde a bouffé du fromage et tout. Et du coup, il le fait tourner dans le corps de tout le monde et tout le monde meurt, en fait. Et il tue des dizaines de J'ai personnes entendu parler de ça. grâce à son pouvoir de contrôler le lactose. Donc, c'est arrivé. Neil qui demande, c'est inventé dans le film le truc de l'acier Atlante comme faiblesse. Alors, je sais plus le nom de l'acier dans le film. Par contre, je sais que dans le run, dans la mini-série justement où il a le costume bleu, à un moment il est menotté, il se fait capturer dans la cité cachée là, et justement lui se dit c'est des menottes, je vais les péter en 2 secondes, je m'en fiche. Et t'as la reine qui est à côté, qui est prisonnière aussi, et qui se moque un peu de lui en mode non mais Loulou, tout le monde sous l'eau sait que ce métal-là, c'est imbrisable en fait. Donc je me demande, est-ce que ça serait pas ce métal-là, peut-être, dont ils sont inspirés, à vérifier. Il n'y a que celui-là. Après, il me semble que dans le film, ils expliquent pas ce genre de truc où j'ai raté vraiment. Mais... Non, ils expliquent pas. Ils disent juste que vu que ça vient de sa même civilisation, c'est le seul truc qui peut le tuer. Tu sais, c'est l'explication un peu lambda, quoi. Oui. Seul, comme Wonder Woman, seule une arme de déesse, l'épée d'Athéna, peut tuer un dieu. Ou Krypton, quoi. La kryptonite. Voilà, c'est l'explication. C'est bateau, quoi. Oui, la kryptonite, c'est comme si toi, on contre un bout de calcaire et que ça te tuait, en fait. Bah, c'est ça vient de chez toi, donc t'as peur, hein, t'as peur. Non, je m'en fous, c'est un caillou, ferme-la. De quoi tu me parles? Oui, comme dit Ndiaye, effectivement, c'est pourquoi il y a une réserve d'eau dans la Watchtower. Et tu vois, dans Sub Diego, à un moment, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. Il est en train de discuter avec un scientifique, et d'un seul coup, il va se foutre sous le pommeau de douche. Tu sais, il se fout sous le pommeau de douche, quoi, parce qu'il n'en peut plus, quoi. Et ça, je trouve ça génial, ce genre de petits trucs. Pas bête ce que dit Spiz. Faiblesse peut-être à sa famille et son royaume, ou sa double casquette humaine. Souvent. Ça, c'est souvent, ouais, du coup. C'est vrai que quand il a perdu son gamin, il est quand même parti en dépression pendant pas mal de temps. Et ouais. Ah bah Andy, ça lui a fait du bien, du coup, hein, bien plus tard. Mais ça, c'est vrai que moi, c'est un des trucs c'est vrai que j'avais pas répondu tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup avec le personnage, justement, sur ces thèmes. Tu vois, de ce côté-là, il a un peu ce côté à la Black Panther, du coup, chez Marvel, avec ce truc de responsabilité, d'être un monarque, d'avoir un royaume. Alors, pas toujours, ça dépend, du coup, mais bon, ses responsabilités vis-à-vis de l'Atlantide reviennent toujours à un moment ou à un autre. Même quand il est plus roi, il y a un moment où Atlantide va avoir besoin de lui. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est hyper intéressant. Et il y a le côté, justement, du coup, le cul entre deux chaises, tout simplement, d'avoir ces deux mondes. L'océan où il se sent bien, mais en même temps la terre qui fait partie de sa vie. L'envie d'être un héros, mais en même temps ses responsabilités de monarque. Et effectivement, tout ce truc avec sa famille. Parce que, voilà, et ça, c'est intéressant. C'est un des trucs, tu vois, ce qu'on a perdu avec Spider-Man, par exemple, où j'ai l'impression qu'on l'a plus avec Spider-Man, qui peut plus évoluer, être un père de famille, et ça, on l'a avec Aquaman, justement. Je trouve ce côté vraiment cool. Vraiment, c'est ce que disait Oz. En fait, il a eu un run, une stabilité avec Mera dans son couple, en fait. Un truc que Spider-Man, ils n'arrêtent pas. C'est dans Third Prince qu'il disait le problème des comics, c'est que quand tu es dans des séries régulières, tous les ans, tu retournes au début. Et encore, tous les 3 mois, tu retournes au début. Et puis mais c'est ça qui est bien. Bah, vas-y, Dylan. Non, vas-y. Je voulais dire, tu disais cette dualité avec les peuples et tout, et il faut pas oublier, dans ces 3 excellents New 52, il est pas très bien accueilli des deux côtés, en fait. Quand sur la Terre, ils apprennent qu'il est Atlante, du coup, avec ce que Orm a foutu dans le trône de l'Atlantide, forcément, ils sont pas très bien vus, ni lui, du coup. Et chez lui, c'est pareil. T'es humain. C'est à double. Il y a les mêmes côtés sur les deux, dans les deux mondes, quoi. Et Elga, du coup, doit devenir roi et ainsi de suite, comme on a vu par la suite des choses. Très intéressant, quoi, dans le développement. C'est vrai que c'est l'épée, le poignard qu'il a, qui est en lame d'acier Atlante. Oui, c'est ça. Oui, c'est en fait un truc que j'aime beaucoup avec Aquaman, c'est que c'est un personnage qui a gardé une lisibilité parfaite pour moi.
alors que, enfin, dans son, comment on appelle ça, dans sa storyline, malgré toutes les années qu'on passait, c'est-à-dire que là, en 2022, tu sais ce que le personnage a fait, tu as les grandes lignes. Et il a quand même un contexte éditorial qui fait que c'est resté vachement lisible. Il n'est pas parti avec 150 000 gonzesses, il n'a pas eu 35 enfants, machin et tout. Il a eu sa femme, il a eu un enfant qu'il a perdu. Là, dans Rebirth, ils lui ont fait faire avoir un deuxième, donc c'est une gamine, je crois, c'est une fille. Mais voilà, je veux dire, tu peux retracer. Et en fait, il n'y a pas vraiment de gros reboot, parce que même quand un artiste est censé rebooter le personnage, il fait toujours référence aux événements importants de son passé. C'est-à-dire que par exemple, Peter David, quand il reboot avec Time and Tide et il reprend l'origin story de 89, il reprend l'origin story de 89 qui elle-même reprenait le fait qu'il a perdu son gosse dans les années 70. Ouais. Et en fait, tu vois, d'âge en âge, d'époque en époque, on garde toujours un fil rouge à suivre. Et c'est ce qui rend le truc vachement lisible, en fait. Bah, c'est peut-être parce que, étant un super-héros un peu plus secondaire par rapport à la Trinité, en fait, la Trinité, il y a tout le monde qui a écrit dessus. C'est ça, il a beaucoup moins de séries. Oui, il y a beaucoup moins de séries, donc tu as des gens qui s'appliquent un peu plus. Et quand tu vas dessus, souvent, tu as envie d'écrire dessus, tu vois. C'est pas parce que chaque artiste va dire tu vas faire du Batman, tu vas faire du Spider-Man, même n'importe qui. En fait, les gens, ils vont rentrer dans une chronologie où c'est difficile de faire autrement parce qu'après, tu es bloqué. Alors peut-être qu'Aquaman, comme tu as un peu plus de liberté et que les histoires sont suffisamment importantes, peut-être que c'est plus simple de reprendre toute l'histoire d'avant et d'améliorer. C'est pas faux. Il n'y a que Geoff Jones qui a tout balayé d'un revers de main. Il n'y a que Geoff Jones avec les New 52 qui a dégagé tout son passif, quoi. Et donc là, il repart à zéro. Il n'a jamais eu d'enfant, machin. Il redécouvre Mira. Enfin... C'est le souci des New 52, c'est qu'en fait, soit ils effaçaient tout, soit comme Batman, ils effaçaient, mais pas forcément, parce que tu as des trucs qui se sont passés, mais tu sais pas quoi. Ouais. Okay. Et du coup, on peut pas parler d'un héros sans parler de ses ennemis, parce qu'il faut des bons ennemis pour faire un bon héros. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez des adversaires d'Aquaman? Donc on va dire les deux plus connus de tous, évidemment, c'est son frère, enfin son demi-frère, selon les versions. Mais bon, quasiment toujours c'est son demi-frère en fait. Je crois qu'il y en a eu. Non, oui, parce que dans celle où il est dans celle où en fait c'est le fils d'un Inuit, dans celle-là on le sait que plus tard, qu'en fait c'est aussi son demi-frère. Ouais. Bon, pas au départ. On sait juste qu'ils sont liés par l'espèce de grand-père qui avait pris soin d'Arthur, mais on sait que plus tard, du coup, qu'en fait... ils ont pas la même mère. Puisque c'est avec le journal de sa mère, justement, où il apprend ça, où lui est le fils d'un monarque, et Orn est le fils d'un sorcier fou, je crois, si je me souviens bien. Alors non, Orn, mais en fait, ils ont le même père, ils n'ont pas la même mère. Et chez Geoff Jones, c'est l'inverse. Et au cinéma, c'est l'inverse. Ils ont la même mère, mais pas le même père. Oui, en plus, quand tu vois le père, c'est une espèce d'homme lézard avec des cheveux blonds aussi. Alors non, ça c'est encore un aïeul, encore bien d'avant. Le père de Arthur, il a la même gueule qu'Arthur avec des cheveux blonds, beau gosse blond, surfeur californien. Et en fait, ça c'est donc un Atlante qui s'appelait pas Aurine. Non, c'est pas Aurine, c'est Laura Aurine. Comment il s'appelait son... Atlan, je suis con. Atlan, qui est... Alors, chez Geoff Jones, Atlan, c'était un roi. Voilà, et c'est l'aïeul d'Arthur. Là, donc dans l'origin story dont on parle, Atlan, c'est un être qui est doué de pouvoir, c'est un être un peu magique, qui traverse les époques sans jamais mourir, immortel, d'aucuns qualifieraient d'être un sorcier, enfin voilà. On ne sait pas vraiment, c'est un être vachement mystique, beau gosse blond, surfeur hawaïen, c'est tout ce qu'il faut retenir, qui se tape Atlana, et du coup, donc de cette liaison naît Arthur, et il va se taper une Inuit, et de cette liaison va naître Orm, donc le demi-frère du coup d'Arthur. Et qui en plus plus tard va tuer le premier amour d'Arthur, du coup, parce qu'il ne pas de les voir tous les deux ensemble, exact. de voir un homme blanc avec cette jeune femme, et du coup il la poignarde pendant... Ah non, il la tue pas, non, il la poignarde, elle ne meurt pas, mais du coup plus tard, il y a tout un délire en même temps avec des visions qu'a Arthur, avec la reine mythologique, là, celle qui n'a pas de doigts, et le père, par contre, du coup, a eu une crise cardiaque quand Arthur lui explique ses rêves, tellement ça lui fait peur d'avoir cette entité contre eux. C'est tout un truc. Mais du coup, ça serait quoi pour toi l'ennemi le plus emblématique? Je dirais Orn, clairement.
Moi, j'aime bien Black Manta parce que Black Manta, faut se rendre compte quand même du culot de ce mec. C'est-à-dire que le gars, parce que Lex Luthor, il a un culot, Lex Luthor, c'est un humain qui affronte Superman. Donc le mec, il a un culot démesuré et c'est pour ça que je le kiffe. Mais Black Manta, pourquoi je le kiffe aussi? Parce que c'est juste un humain qui a certes de la technologie qu'on n'a pas, mais bon, ça reste de la technologie humaine. Le mec va affronter le Superman aquatique dans son propre milieu, qui est un milieu par définition, milieu aquatique qui ne nous est pas propre. C'est-à-dire qu'il a la contrainte du milieu que n'a pas Lex Luthor, parce que Lex Luthor il reste sur Terre. Black Manta, il a la contrainte du milieu, et en plus de ça, il affronte le Superman de ce milieu-là. Moi, je le trouve hyper déter, ce gars, et il lui fait du mal, quoi. Il lui fait vraiment du mal, quoi. J'avoue que c'est un bon argument pour Black Manta, ça, quand même. Et pour vous, Dylan, Melvin, ça serait quoi l'adversaire entre les mecs d'Aquaman? Moi, c'est Orb. À part Orm et Black Manta, pour le moment, je peux pas m'exprimer sur d'autres. C'est vrai que, comme il a dit, Black Manta, il fait du très sale, hein, rien qu'à voir surtout dans le deuxième, là, avec le The Others, comme tu disais, du coup, où il vient toucher un petit peu à tout le monde, là, dans son passif. Ça met un gros coup. Et ouais, Orm, très intéressant, je dis une nouvelle fois, surtout dans le trône d'Atlantis, c'est vrai que ça développe bien profondément leur relation. Du coup, on part sur un truc. Tu dis, mais je veux la suite avec Néré qui arrive et voilà. Ouais, mais... Donc, je reviens à ce que vous avez dit parce que c'est exactement ça. On a il se passe un truc où du coup Orm est emprisonné sur Terre, etc. Il y a une genre d'évasion. Et là, tu te dis avec les discussions qu'il y a eu en amont, et ça y est, il change quoi. Et en fait, non quoi. Mais tout le développement est autour hyper intéressant. Et comme je disais aussi, il a ce côté. Je trouve ça dommage qu'ils l'ont pas développé ça aussi dans le film. C'est-à-dire qu'ici, on a le côté. En fait, dans le film, on a eu un peu ce que Néré était venu chercher dans ce tome-là. Qu'en gros, il veut réunir les 7 royaumes. Donc là, ils ont fait ça avec Orm. Et que dans le comics, ici, en fait, Arthur le dit littéralement, il veut pas ce royaume. Et Orm, du coup, lui dit il faut quelqu'un pour le. Donc je l'ai pris, quoi, en gros. Faut gouverner ce monde et c'est tellement bien écrit, bien expliqué et c'est bien. Lisez quoi. Il y a vraiment ce côté, c'est les demi-frères. C'est vraiment ce côté. Oui, je crois qu'il se dit ça à un moment. Orm, je crois qu'il lui dit littéralement, je t'aime quoi. Tu vois, je t'aime mon frère, mais il faut faire les choses comme ça et t'es pas là. Il faut faire bouger quoi. Faut que ça Salut Calice. Salut Calice. Il y a un côté vraiment, voilà, cette bataille des demi-frères avec des choses qui les séparent et en même temps qui ont un attachement. Tu as un côté tellement mythique. C'est tellement des origines des histoires humaines. Je dirais que c'est un peu, excuse-moi de couper, le Magneto et Charles Xavier quoi, de l'univers d'ici, pour moi, de ce que j'en ai relu là. Quoi. Oui, ils ne sont pas frères de sang, mais qui ont ce rapport effectivement très très proche. C'est super trop souvent. Voilà, c'est Dumbledore et l'autre avec qui il a fait le lien de sang. Là, Grindelwald. Ouais. Ah oui, merci. Mais voilà, c'est toute cette histoire de demi-frères qu'on a depuis l'humanité. Et du coup, c'est rigolo vraiment de voir à travers du coup l'histoire d'Aquaman, comme du coup le personnage d'Orm a été réinventé à chaque fois, mais où il y a toujours cette essence du rapport entre les deux qui dure et qui reste. Voilà. N'hésitez pas à nous dire dans le chat pour Orm et Black Manta ce que vous en pensez, ce que vous en avez lu du coup. Deviant effectue un changement, il a fait le geste du changement. Effectue un changement. Melvin, ça t'intéresse du coup de lire davantage, que ce soit dans les New 52 quoi, pour développer tout ça Bah moi je comptais lire au moins le tome 2, parce que moi j'ai lu le premier, mais il y a la suite avec... ils amorcent l'histoire de l'Atlantide et tout ça dans la suite. Mais dans le 2, justement, du coup, tu as les The Others, comme il disait, et la relation, surtout Black Manta, quoi, qui fait suite directe à la. C'est ça, donc je pensais lire ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu plus de mal parce que c'est pas. Moi, le milieu marin, c'est pas forcément mon truc, mais par contre, tout ce qui va être lutte de pouvoir, et puis moi, je te dis, moi, c'est ces interactions avec Mera, donc lire des numéros où les deux sont là, ça me tente bien. C'est tout bon. Dans tous les New 52, donc c'est ça. Dans les 3 premiers, tu vas kiffer. Alors déjà 2. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas dans ce que j'ai lu, c'est que c'est justement,
t'as Arthur qui pense quelque chose, qui pense d'une certaine façon, t'as Mera qui pense d'une autre, et après ils essaient de trouver avec l'histoire des trench. Mais, j'avais bien aimé. Mais franchement, t'as très bien dit complémentaire. Quand Mera a des difficultés, c'est Arthur qui va. Bon, quand ils se revoient et qu'ils ont leur moment, parce que comme on l'a dit, il doit gérer tout un royaume avec tout ce qui se passe. Quand il se retrouve, il essaie de l'aider dans ses problèmes et inversement. Quoi. Ouais, après, moi, j'ai eu des numéros dans la Justice League de Scott Snyder, justement, où tu as un moment où Aquaman il va perdre ses pouvoirs, tu as un moment où il faut aller trouver le trident de Poséidon, mais aller dans la dimension de Poséidon. Tu as tout un moment comme ça, et c'est assez sympa, même si c'est le bordel, parce que c'est du Scott Snyder, et Scott Snyder, ça devient très vite le bordel quand on le laisse tout seul. Donc voilà, c'est. Après, oui, après Aquaman, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais je l'ai lu aussi dans des Injustice, dans des univers parallèles. Dans Flashpoint, j'aime beaucoup sa version de Flashpoint en guerre contre les Amazones. On n'a pas parlé, mais il y a une rivalité un petit peu entre Amazon et Atlante. Ouais, bah oui. Qui est très farouche dedans, du coup, les deux. Ouais. Et du coup, est-ce que vous voulez dire des choses sur le personnage en général ou est-ce qu'on passe au conseil de lecture? Du coup, tu parlais d'Orm, toi. Du coup, on n'a pas entendu. Ouais. Quand tu parlais d'Orm. Enfin, Ah je oui, pense que non. tu parlais d'Orm. Oui, bah après, je pense que j'avais dit, mais c'était vraiment, oui, que c'était intéressant. Son origine avait beau avoir un peu changé au cours du temps, mais il y a toujours cette essence qui restait, justement, de cette dualité entre les deux, et de ce rapport d'amour-haine. Et du coup, ouais, parce que c'est vrai, quand tu t'intéresses vraiment à l'histoire d'Aquaman, t'as beaucoup moins d'éléments sur Black Manta. Or, c'est vraiment celui qui revient tout le temps, des très loin en arrière, et tu vois à quel point vraiment c'est celui qui a été le plus utilisé. Mais par contre, oui, il y a des histoires ultra intéressantes par rapport à Black Manta aussi. Alors, celui qui dit, et chez Black Manta, j'aime beaucoup son côté pirate. Ça me plaît d'autant plus que ça existe dans notre monde, exemple en Somalie, aux Philippines, etc. Ouais. Complètement. Parce qu'ils ont pris dans le film d'ailleurs, totalement. Pour le coup. Un comics. Vas-y. Juste pour conclure sur les super vilains, les super vilains, chez Aquaman, ça tourne très vite en rond. Black Manta, qui est un pirate, comme vient de le dire Slash, ce rôle, c'est exactement le même du Scavenger, qui est un autre super vilain emblématique, qui est aussi un pirate qui écume, comme son nom l'indique, il écume le fond des océans pour récupérer du matos, pour payer des flottes de mercenaires. T'as le Fisherman qui est exactement ça, et ça tourne très vite en rond les super vilains autour de chez Aquaman. C'est pour ça qu'il n'a pas les meilleurs super vilains dans l'écurie d'ici, ça c'est clair. Mais juste pour finir sur Orm, la façon dont Geoff Jones l'écrit, elle est fantastique, parce que avec le Throne of Atlantis là, il te le ferait presque passer pour un bon gars, en tout cas un gars dont les actes sont compréhensibles, parce qu'il en a marre de se faire salir son royaume, il en a plein le cul des humains et c'est tout à fait compréhensible. Mais il tue quand même des centaines de milliers de personnes, donc ça reste, pour moi, il reste du côté du bad guy, c'est pas un anti-héros. Il y a beaucoup de gens qui voudraient le catégoriser comme étant un anti-héros. Or, je suis pas d'accord, ça reste un super vilain, mais c'est juste que Geoff Jones est tellement doué à l'écriture qu'il arrive à te le faire presque passer pour un gars dont les actions sont légitimes. Mais non, ça reste un salopard, et c'est pour ça qu'il est passionnant. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup, justement. Ouais, oui, il est passionnant. Melvin, on en parlait plus ou moins l'autre jour avec Homelander, on a plus ou moins ça dans cette série, c'est-à-dire que le gars, il se voit comme il le dit littéralement dans un épisode, léger spoiler, je suis le héros de votre monde, en gros. Hein. On connaît, lui, il est encore plus loin que Orm dans le côté égocentrique, mais du coup, ce que je disais, en fait, comme dans Swamp Thing, il y a des personnages comme ça, pour moi, ils sont très bons, c'est-à-dire, comme tu l'as un peu dit avec Orm, le gars, il se voit le héros de sa propre histoire, alors que quand tu as tous les aboutissants, mais le mec, comme tu as dit, il a tué des milliers de gens. Enfin, frère, tu as fait du sale. T'as beau te voir comme le héros, avoir des bonnes intentions, les manières sont pas bonnes, en fait. Et Neil qui demande... C'est ça aussi qui rend la relation Arthur et lui une nouvelle fois. C'est dans toutes les versions, Black Manta veut tuer Aquaman pour venger son père? Non, il y a un peu de jalousie. Je crois que dans la toute première version de Black Manta, alors attends, il y a un ouais, c'est merde, il est traumatisé. Alors il me semble qu'il a la phobie de la flotte, et du coup il veut éradiquer tout ce qui de près ou de loin se rapproche à la flotte. Ça, c'est la première version de Black Manta. Après, ils ont rajouté le truc avec son père, donc chez Geoff Jones, qui a servi pour le film. Au cours de l'âge d'argent, je crois pas que ce soit évoqué. Je crois pas qu'il ait un background plus que ça quand il bute le gamin. Mais ouais, non, ça c'est du Geoff Jones, ça, pour le coup. D'accord.
Il y a bien des gens qui voient le Doka, ouais. Il y a bien des gens qui voient le Doka comme héros aujourd'hui. Ouais. Il y a pas que ça. Comme on en parle avec Dylan, il y a des gens qui trouvent que Homelander c'est le meilleur personnage de The Boys et que c'est le héros. Faut arrêter les bêtises. Oui, le meilleur personnage, c'est une chose, mais dire que c'est un héros. Et dire que c'est le héros et tout ça, c'est idolâtrer Homelander, c'est chaud. Hein. Enfin, moi, quelqu'un qui me dit j'idolâtre Homelander, je suis en mode très bien. Ouais, c'est peut-être on va envoyer les flics creuser dans votre cave. Comme Marvin, t'es sûr, c'est un psychopathe. C'est sûr. Ouais, non, clairement. Et du coup, on passe à la partie conseils de lecture. Quels seraient vos conseils de lecture pour Aquaman? Alors moi, j'ai ceux dont justement Oz et de toute façon oui, ils sont derrière Dylan. Ouais, ceux justement dont Oz et Jay avaient parlé dans leurs vidéos, que je vous conseille encore une fois de regarder parce qu'elles sont vraiment très bien. Vous conseilleriez quoi? Quelqu'un qui voudrait s'intéresser à Aquaman, par exemple. Oz, tu l'enverrais vers quoi plutôt? Pour tout ce qui est en VF, c'est quand même plutôt cool, à part la deuxième partie Rebirth, donc celle de Kelly Sue d'Iconic, qui est franchement pas mémorable. Par contre, étonnant de sa part, pardon. Non, tu vois en fait, c'est clairement le genre de récit qui me dérange un peu parce que tu vois que ça brode juste pour faire passer une idéologie. Voilà. Et moi, quand l'idéologie prend le pas sur le récit, j'ai du mal. Et c'est exactement ce qui se passe chez Kelly Sue d'Iconic. Un discours féministe très fort et je trouve qu'elle en fait des caisses. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Je veux dire, Mera, depuis les années 60, on fait dire à Arthur que Mera est plus forte que lui. T'as pas besoin de revenir en mettre une couche, c'est bon, on a compris. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça que je trouve un peu grossier chez Kelly Sue d'Iconic. Hormis ça, tout ce qui est estampillé Aquaman chez Urban Comics, pour les gens qui disent que de la VF, franchement, c'est propre. Même Sub Diego, deuxième partie un peu moins bonne que la première, mais ça reste quand même cool. Quoi. Après, ce sera plus de la VO que je conseillerais. Quoi. Ouais. Dylan, du coup, ce que t'as lu, t'as aimé? Bah ouais, forcément. Les 3 premiers, une nouvelle fois, hein, je crois que je l'ai pas assez dit, mais vraiment les 3 premiers, il le dresse comme un jeu et c'est vraiment très bien évolué sur l'ensemble des personnages. Mera, Arthur. Bon, Vulko, voilà, il a toujours ce statut de conseiller, mais ça me fait rire. T'arrives au bout des 5, le gars il est resté en prison pendant X années. Les gars, il a jamais eu son jugement en fait. Mais parce qu'une nouvelle fois, c'est vrai que d'un autre côté, Arthur n'a pas eu le temps parce qu'il y a eu 1000 trucs à gérer. Donc ouais, vraiment les 3 premiers New 52. Et puis sûrement dans les comics que tu as dit. Andromeda, c'est un autre point de vue, comme je disais, parce que j'ai eu du mal, parce qu'il a ce statut vraiment un peu à la Batman, dressé comme une légende. Donc tu as vraiment un point de vue sur bien tout autre personnage, une équipe de persos. Tu avais cité Abyss que j'ai pas vu, je pense que ça parlera à certains. C'est vraiment ça, c'est un Abyss, ouais, c'est il arrive. Aquaman Meet Abyss. Et du coup, quand il arrive, il y a quelques clés qui se mettent. C'est de la SF sous-marine et c'est tout aussi intéressant. Par Ramvi d'ailleurs, je crois. Oui. Ramvi et Christian Ward au dessin, qui a un style assez particulier que j'adore. Et ouais, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté où il a une présence mythique, Aquaman, dans le. On voit, il interagit avec il va sur la côte et il interagit avec une petite vieille dame et qui lui dit justement, il est comme chaman, elle est de le voir et que c'est un peu comme une légende où les générations parlent de cet être qui parfois sort de l'océan pour aider, ou des fois il a besoin même lui pour se détendre, qu'il a besoin de retrouver la surface, il va les aider sur des trucs de construction dans le village ou trucs comme ça, et puis il va redisparaître pendant des décennies. Et du coup, on va passer maintenant aux différentes adaptations dans les autres médias. Bon, on va commencer. Un petit conseil de lecture par contre pour la VO. Rapide. Les Chroniques Atlantes, Atlantis Chronicles. Oui. Ah oui. Peter David. Mais pour moi, Peter David, c'est du world building, c'est toute la création du lore d'Atlantide. On t'explique le pourquoi du comment, c'est beaucoup plus cohérent que ce qu'on t'explique dans le film. J'ai toujours du mal avec l'explication du film où du jour au lendemain, les Atlantes, c'est une civilisation qui a chuté au fond de l'océan et les mecs, dans la nuit, se sont découverts des super pouvoirs pour respirer sous l'eau. J'ai toujours du mal avec cette explication. Oui. Peter David y remédie clairement, il t'explique tout. Comment la civilisation chute au fond de l'eau, comment elle est protégée par l'eau, par son globe, par son fameux dôme de verre, qui est repris dans Rebirth d'ailleurs, par Dan Abnett. Le dôme de verre très années 70s quoi. Et au début, c'était juste une civilisation qui était dans un dôme de verre. L'eau n'était pas encore en contact avec les habitants. Et puis, il va y avoir un processus d'évolution qui va se mettre en place et jusqu'au jour où les habitants seront capables de casser le verre
pour laisser pénétrer la flotte dans leur cité et vivre parmi les poissons. Et tout ça est expliqué de fort belle manière. C'est du Game of Thrones dans ce que ça raconte, c'est-à-dire au niveau des... c'est une dualité, hein. Deviant, tu l'as expliqué. Il y a un truc qui te fascine, c'est la dualité entre deux frangins. Il faut savoir qu'en fait, ça, c'est à la base de tous les récits Aquaman. En fait, c'est la mythologie Atlante qui veut ça, qui veut que pour le trône Atlante, il y ait toujours une rivalité entre deux frères. Et cette rivalité, elle prend naissance entre Orin, qui est le seigneur, un seigneur Atlante, le roi Atlantide, un roi qui veut la prospérité de son peuple, un roi qui veut la bienveillance pour son peuple, qui est tourné vers l'extérieur, qui veut aider les autres civilisations, et son frère à lui, qui est clairement l'Aquaman, le blond beau gosse, machin surfeur comme j'expliquais, lui qui est tourné vers l'intérieur avec un discours beaucoup plus chauvin et nationaliste. Et du coup, tu as cette confrontation d'idées, un qui est tourné vers l'extérieur, l'autre qui est beaucoup plus nationaliste. Comment la population va devoir gérer ça, en plus du fait que la civilisation va se finir sous l'eau. Ça va créer des guerres civiles, ça va créer des émeutes, ça va créer des dissensions au sein de la population. Et c'est passionnant. Pour moi, c'est la meilleure lecture d'Aquaman, alors qu'il n'est pas dedans parce que c'est l'établissement de son lore. Mais c'est un récit épique, génial, qui sert d'origine story. Franchement, c'est incroyable. Voilà. Ça, Atlantis Chronicles, c'est la meilleure lecture à Aquaman. Ça, probablement, je le dis, ça me rappelle ce qu'a fait Philip Kennedy Johnson, justement, plus récemment avec House of Hell, où il fait la même chose sur l'histoire, justement, des Hells sur Krypton, et où vraiment il fait un énorme worldbuilding sur toute l'histoire de cette lignée. Mais, du coup, ouais, tu as aussi une partie dans le futur, mais c'est pareil, vraiment super intéressant. Mais celui-là, vraiment que je me le chope, ouais, ça m'intéresse. Et tu vas voir qu'en plus de ça, Peter David, il se paye le luxe d'expliquer pourquoi la sirène de Superman. Pourquoi est-ce qu'il y a des Atlantes qui ont des queues de sirène? Parce que tu vois, en fait, le mec se permet de rattacher des trucs qui étaient incohérents pendant l'âge d'or et l'âge d'argent, des trucs qui étaient complètement incohérents parce qu'il y avait plusieurs visions d'Atlantide à l'époque. Et lui, il se permet dans son truc, en plus, de venir te raccrocher la wagon pour t'expliquer pourquoi. Et c'est génial. De bout en bout, c'est génial. Ouais. Bon, attendez, je prends des notes. Donc il y a ça. Afro qui dit normalement. Celui-là, je le conseille. Ouais. Afro qui dit normalement, c'est Poséidon qui leur avait conféré leur capacité aquatique. C'est pas explicité ni chez Geoff Jones ni dans le film. J'ai acheté Subdiego, j'ai beaucoup aimé le côté enquête sous-marine sur le phénomène des gens qui respirent sous l'eau. Ça, c'est juste Subdiego, j'ai pas compris, ça se calait où dans la continuité là, dans l'histoire édito. Oui, mais en fait, entre New 52 et Rebirth ou c'est du pré... c'est avant Rebirth. Du pré-New 52. C'est avant New 52. Du pré-New 52. T'as pas besoin de le considérer dans une continuité, hein. Tu peux lire ça. Parce qu'en fait, ce qui a été publié chez Urban, c'est une série complète à partir de l'épisode 15. Et cette série, c'est la 6e série Aquaman. Donc, en très gros, quand tu attaques... en fait, ils ont pris l'arc qui les intéressait et tout ce qui vient après, malheureusement, il n'y a pas le début. Et c'est ce que Deviant a commencé à lire et que moi, j'aimerais bien lire aussi avec comment est-ce qu'il a remplacé sa main, son grappin par une main d'eau. Et tout ça, c'est pas expliqué, mais Urban te fait un petit résumé alors, avant de commencer, il te fait un petit résumé, un bon travail éditorial comme d'habitude, hein. Et là, tu commences sur l'arc Subdiego, mais ça se lit comme un one-shot presque, hein. Vu que tu as le résumé d'Urban, tu sais juste qu'il s'est fait bouffer la main par des piranhas, que sa main a été remplacée par un grappin, puis par une main d'eau magique, c'est bon. Ouais. Après, Urban, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont édité les New 52. Rebirth et Arthur Curry Aquaman, c'est dans cet ordre-là. Et après, Subdiego, ils l'appellent en DC classique. DC classique, c'est ce qui vient pré-Flashpoint, en fait, souvent dans leur. Oui, et puis généralement, t'as pas besoin de lire des continuités complètes pour lire ce qui sont classiques. C'est des arcs à part entière. Et là, je viens de voir vite fait le pitch de Subdiego. Il dit en gros qu'il il doit diriger une autre ville que Atlantide, donc ça peut être intéressant de voir comment il gère tout ça. Tu l'as lu, Melvin, toi, Subdiego? Non, c'est parce que je suis sur le site Urban Comics. Subdiego, non, juste Internet. Pour faire court, c'est une partie de San Diego qui, à la suite d'un cataclysme, se retrouve sous l'eau et les habitants, bizarrement, ne meurent pas. Par contre, ils meurent quand ils essaient de sortir de l'eau. Premier réflexe. Ta ville vient de s'écrouler sous la flotte, tu ressors. Et c'est là où ils meurent. Voilà. Et donc là, Aquaman va enquêter pour savoir ce qui se passe. C'est excellent. Ça peut être vachement bien comme ça. C'est très très cool. Malheureusement, ça s'éternise un petit peu. Et là où Subdiego était un très bon arc à part entière, après, ça va naître. Tout Subdiego ne sera plus qu'un contexte pour la suite de la série. Et finalement, on va un petit peu les oublier, les habitants de Subdiego. Enfin, ça va servir juste de contexte géographique, quoi. C'est tout.
Ouais, complètement. Bah, c'est pour ça que j'ai commencé l'arc, hein. Vu que tout le monde avait dit du bien justement sur Sub Diego, je me suis dit tant qu'à faire, autant lire tout le Non, mais run. c'est cool. On passe aux adaptations. Bon, le film, on en a déjà parlé. On a déjà parlé pas mal On va pendant parler l'émission. de Alan Richton. Non, on va parler de Aquaman King of Atlantis. Non. Non, est-ce qu'il y a des adaptations déjà? Si, on est obligé de parler d'une, forcément, parce qu'elle a quand même fait énormément de mal au personnage. C'est celle de Super Friends, qui clairement est celle d'où vient oui, c'est vraiment, voilà, c'est celle qui a joué, non mais au moins la cité, celle qui vraiment a énormément joué sur l'image d'Aquaman, qui en a fait une plaisanterie, tout ça, c'est en grande partie Super Friends, mine de rien. Bon, après, la plupart des gens de notre génération, ou même qui n'en ont pas vu, c'est comme une vieille série. Mais du coup, vous, chacun, est-ce qu'il y a une version en télévision qui vous a un peu marqué? Smallville? Peut-être. Bah justement, Alan Richton, c'est le mec de Smallville. Ah bah voilà. Il y avait eu un pilote. Oui, mais le pilote, c'est avec Jesse. Oui. C'est pas avec le acteur, c'est Justin Hatley qui va jouer Green Arrow après dans Smallville. Mais à la base, ils avaient fait un épisode avec un acteur pour Aquaman. Donc, et puis après, ils ont fait le pilote avec un autre acteur qui a pas fonctionné. Et on voit Alan Richardson aujourd'hui, tu te fais, mais les gars, c'est Arthur, quoi. Oui, c'est Arthur. Ouais. Non, sinon pour moi la pire adaptation de tous les temps d'Aquaman, ça reste vraiment Aquaman King of Atlantis, qui est juste un des pires trucs que j'ai jamais vu. Je voulais tester pour cette émission, mais j'ai revu les dessins et je suis content de me dire non. C'est de la merde, mec. T'as l'impression que tu vas te faire agresser par les sourcils de Mera et d'Arthur. Vraiment encore. Les sourcils sont animés différemment que le reste. T'as deux gros traits noirs comme ça qui passent par-dessus les cheveux. Où il est petit, enfin où il... Oui, déjà. Petit, pourquoi des cheveux verts déjà? On n'est pas dans. Non, des cheveux bleus. Je pense Bob l'éponge et je pense. Mais c'est un truc qu'ils avaient annoncé lors de la DC Comic Con. Pas drôle. J'ai rarement vu un truc aussi peu drôle. Il n'y a pas une vanne qui marche de toute la série, quoi. C'est aberrant. J'avais dit, c'est le truc où ils font 2000 blagues sur le baseball. Je sais pas pourquoi, je sais pas quel rapport ça a. Je pense que c'est un des scénaristes qui adore le baseball. J'en sais rien. J'ai même pas réussi à comprendre pourquoi. Ouais, mais sous l'eau. Aphrodite qui dit qu'il a aimé la version de Justice League, la série animée. Ça monte trop loin pour moi, ça. Elle était excellente. Peut-être, ouais, un vrai roi digne qui savait se faire respecter. Ça, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai bien aimé l'adaptation le trône de l'Atlantis. Moi, j'ai trouvé cheap aussi. J'ai trouvé que c'était la version low cost du comics, quoi. Bah, j'avais pas lu le comics. Mais c'est vraiment la version low cost, quoi. Putain, après, tu peux pas tout faire. Hein. C'est comme Injustice, c'est la version low cost du comics. Comme le film, c'est la version low cost de Throne of Atlantis de Geoff Jones. C'est la version aseptisée, un peu naze. Il y a encore, comme on a dit, il va piocher dans tous les New 52, tu vois, il va te reprendre Atlanta qui est dans le top 5, là, Maelstrom, tout le truc. Bah, justement, par contre, Urban Comics, où ils ont chié dans la colle, c'était plutôt que de publier la partie Jeff Parker, ils auraient dû publier celle de Cullen Bunn et puis celle de Dan Abnett, parce que Dan Abnett, il a eu 3 numéros, pas grand chose sur les New 52, mais au moins il a préparé tout le délire avec l'ambassade Atlante que tu vas retrouver dans Rebirth, c'est préparé déjà à la fin des New 52. Et pour moi, Urban, plutôt que de publier les conneries de Jeff Parker, ils auraient dû, à la fin du run de Geoff Jones, passer sur celui de Cullen Bunn qui est beaucoup plus intéressant, même si c'est pas non plus des grandes lectures, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, ce dont Sofiane a parlé là, quand c'est Sirène, donc la sœur de Mera, qui se fait passer pour Mera, et qui du coup, Aquaman, il a des enquêtes à faire à travers le monde, et il lui confie le Rhône. Le trône, pardon. Le Rhône. Tu me fais chier, je gère 70% des océans de la planète, tu me confies le Rhône. Qu'est-ce que je fais avec le Rhône? Mais voilà, toute la partie... Puis retirer une algue entre ses dents, et puis c'est bon. Et oui, là, ils ont fait de la merde. Parce que Jeff Parker, ça a traumatisé Dylan, tu vois. C'est pas du bon boulot aussi. Non, c'est pas sympa. C'est pas très sympa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris certains numéros, ils en ont squeezé 2. Non, ils ont en fait sur les New 52, sur les 52 épisodes, ils ont fait donc le run de Geoff Jones qui s'arrête au 20 ou 25, je crois. Après, ils ont fait celui de Jeff Parker. Et après, Jeff Parker, tu as celui de Cullen Bunn. Et après de Cullen Bunn, tu as Dan Abnett. Mais Dan Abnett, c'est 3 épisodes. Mais c'est juste la préparation pour Rebirth. Ouais. Ça, pour moi, ça aurait eu plus sa place, sachant qu'ils ont publié l'intégralité de Rebirth. Autant publier ce qu'a fait Dan Abnett avant, plutôt que de publier Jeff Parker. Parce que Jeff Parker, franchement, c'est un calvaire, ce truc. Ouais. Et Cullen Bunn, c'était beaucoup plus cool, quoi. Tu voyais Arthur qui est toujours ce dilemme entre je dois anéantir un royaume, mais par contre, faut pas que j'anéantisse sa population civile, je suis roi. À quoi je ressemblerais comme roi si je dois tuer des innocents? Il y a vraiment ce dilemme qui est super cool.
On l'a pas vu en VF. Ouais, Et Wally donc West ça, qui c'est dit, en on donne- reboot. Wally West qui dit on donne le rôle à Garth. Salut à tous. Toujours J'ai assez des étangs de- accroché à Garth. J'ai des étangs de pêche envers chez moi s'il veut, Garth. Bon, Ouais, bon bah, allez, les gens de la Garth, Dombe, comme ça. enlève ta chemise, ça va mettre ton costume. Il y a Wally qui te propose. Tu le fous dans un vieil étang, dans la Dombe, un truc un peu à l'écart. On a parlé de Mera, de Black Manta, d'Orm, d'Arthur évidemment, de son père, de Garth, que dalle. Qu'est-ce que tu veux dire sur Garth? Il y aurait même moins de difficultés à la limite à parler de Jackson De Hyde, Jackson. et pourtant je m'en fous, Ouais. que de parler de Garth. C'est dire. Ouais. C'est moche. Non, si dans les versions de Flash, il y a quand même l'apparition en adaptation, je parle, il y a quand même la version dans Justice League New Frontier. Parce que j'aime New Frontier de tout mon cœur. C'est important de le préciser. Il a un rôle Voilà. pertinent Non. dans New Frontier. Non, il a un petit rôle, mais C'est pourquoi. Darwin Cook, c'est New Frontier, donc voilà, forcément il faut en parler. Je retenais Flash, Green Lantern, mais Aquaman, je me souvenais pas de. Oui, c'est ceux qui ont le rôle le plus important. Et puis, niveau adaptation, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Après, il a eu des petites apparitions. Il est apparu dans la série Harley Quinn, mais bon, pareil, ça devait être en mode humoristique. Après, je te dis, il y a, sans déconner, dans Bob l'éponge, c'est sa parodie. Il se balade à dos de. T'en as parlé tout à l'heure, qui est défoncé à dos d'hippocampe. Il a la tenue, c'est vraiment la même dans Bob l'éponge. C'est-à-dire qu'il a le A d'Aquaman alors que c'est l'homme sirène. Il t'a beaucoup marqué cet épisode de Bob l'éponge quand même. Bah non, parce que je regarde ça quand j'étais petit. Et en fait, c'est sa version vieux, tout rabougri. Est-ce que tu veux qu'on fasse une émission sur Bob l'éponge un jour? Chaud. Je suis grave chaud, j'adore ça. Tu sais que j'avais été voir le premier film au cinéma et je me suis rendu compte un peu avant la séance, juste avant le début de la séance, j'étais le seul adulte de plus de 14 ans dans la salle, ce qui était un peu flippant, parce que les filles vont venir me chercher, tu vois, en mode qu'est-ce que vous foutez là, quoi. Et heureusement, il y a un couple qui est arrivé juste avant le début du film. Sinon, j'étais à deux doigts de me dire, est-ce que je me casse? Est-ce que les parents vont venir chercher leur gamin, ils vont me regarder bizarrement, tu vois? Est-ce que tu Bon, parles par respect? Est-ce que vous avez dit bonjour à nos enfants, machin? Tu sais, tu te retournes pas, tu fais signe à personne, tu dis pas bonjour. Tu es en mode, non, c'est bon. Et tu rentres pas avec Ne des parle moments. pas, tu vois. Ouais, voilà. Tu as ton popcorn et tu le tends comme ça vers des enfants, tu vois. T'as faim? Tu veux toucher mon popcorn? Mais du coup, ouais, il y a l'apparition de Garth dans Titan aussi. Ouais. Ah oui, il y a un petit rôle, je trouve, qui est plus. C'est Garth dans Titan? Je trouve. Oui, c'est Garth. Je trouve qu'il est assez réussi. Après, ça remonte quand même un petit peu. C'est dans la série de Brave and the Bold. Il a quand même un rôle assez récurrent là, avec Bat. Non, attends, quand tu dis Titan, il parle de la série animée Titan. C'est vrai que la version de Smallville, on dirait une montagne de muscles muettes, ouais, je suis d'accord. Oui, parce que non, il meurt dans. Oui. Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, quand on dit Titan, moi j'ai la série Teen Titan, mais l'animé. Et dans l'animé, de mémoire, c'est Aqualad, je crois, dans la série. Melvin. T'es un homme presque marié. Maintenant, quand on parle de série, il faut plus que tu penses à Bob l'éponge ou à Teen Titans Go. Maintenant, il faut que tu penses à Titan, le live action, en mode gritty et tout le monde est malheureux. Il faut des choses de ton âge. Comment ça s'appelle Même dans Titans, en plus, dans la série, il le tue. Young Justice. Pour dire à quel point personne ne respecte. Il meurt. Hyde. Ah oui, Young Justice, oui, qui est très bien, ouais. Mais oui, même dans Titan, il meurt en plus. Bah écoutez, sinon, voilà, niveau adaptation, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a la version Injustice, mais bon, voilà. Ouais, après, voilà. C'est un personnage qui souffre encore de cette image du Super Friends, là, où vraiment on se fout de sa gueule. C'est le père. Tu vois, même dans The Boys, regarde, le mec, on sous-entend qu'il a une relation avec un dauphin, quoi. L'apparition de Jason. C'était pas avec un dauphin là qu'il essaye d'aller sauver dans The Boys dans la saison. Mais après c'est avec un poulpe. Ah, de Deep, oui. T'as tout un arc avec un poulpe. Hein. C'est un personnage qui, dans toutes ses formes alternatives et dans toutes ses apparitions dans les autres médias et tout, il est tout le temps constamment raillé, quoi. Et moi, c'est un truc qui m'emmerde. Et là, je pointe le doigt sur Jason Momoa parce que c'est quand même lui qui est censé interpréter le personnage maintenant en 2022. Qu'est-ce qu'on en a fait là dans la putain de série, comment elle s'appelle, Peacemaker. Ah oui. Ouais. Tu vois, on a encore une fois de plus une boutade sur le fait que. Ah, qu'il ait accepté ça, je comprends pas. Ouais. Et Jason Momoa, il peut aller faire des discours sur l'océan et tout, là, comme quoi je représente bien mon rôle d'Aquaman, je fais des discours sur l'océan. Mec, déjà, ton rôle, respecte-le, quoi. Respecte le personnage, respecte ses créateurs, respecte ton truc. Et moi, je le respecte plus, Jason Momoa, pour cette raison. Voilà, pour moi, il est indigne il est indigne de. Qu'est-ce qu'on dirait d'un mec qui se fout de la gueule? Tu vois, qu'est-ce qu'on dirait de Pattinson si Pattinson il passait son temps à se foutre de la gueule ou à tourner dans des trucs ringards pour se foutre de la gueule du personnage de Batman? Les gens lui chiraient à la gueule, tu vois. Et à juste titre, t'as un personnage, t'as un rôle à jouer, respecte-le, quoi.
Tu fais Comme plaisir dit à Afro, Afro. un roi, punaise. Merci Afro. Merci Afro. On est d'accord. Ah, ça me. Ouais. De toute façon, j'ai même pas tenu jusque-là. Ça, je l'ai vu en extrait, mais la série Peacemaker, j'ai pas réussi à tenir jusque-là. Je suis allé voir l'extrait, parce qu'Anto m'en avait parlé, Moi mais j'ai aussi, pas regardé cette série. Je suis allé voir l'extrait sur YouTube. Mais ils ont Bon, fait maintenant, quoi, Jason Momoa, mais en fait, si tu veux, tu as une scène où ils sont dans un terrain vague. Déjà, la Justice League Ah ouais, je l'ai utilisée vu, dans ouais. un terrain Ah, vague. ce Ouais. truc-là. Voilà, et là où Flash, donc le Flash d'Ezra Miller, putain, t'as vu la gueule de l'équipe, quoi, qui dit à Jason, non, c'est John Cena qui dit à Aquaman, ouais, de toute façon, toi, à part enculer des poissons, machin, enfin, un truc, toujours cet humour de merde. Mais en plus, c'est d'autant plus lourdin. horrible que les seuls persos classe vraiment que je kiffe de cet univers, c'est ceux qui sont en silhouette. C'est Superman qui est en silhouette dans le fond. Du coup, forcément, tu vois pas sa tête. Ouais. Et tu te dis putain, quoi. Les vrais qui font bien leur taf, eux, vous me les montrez pas, quoi. Et Donc, en Momoa plus, qui vous accepte tapez de des jouer là-dedans. Putain, Oui, mais parce c'est- que ouais, non, mais c'est parce un scandale. en plus il dit ça et je crois que moi lui répond mais ça c'est une rumeur et tu as Flash qui lui dit c'est pas une rumeur, Ouais, c'est en c'est ça. regardant, c'est ça la blague. Bah, moi, je suis désolé, quand tu Il incarnes aurait un dû lui foutre une rôle, droite directe. tu le Je lui respectes arrache et la tu tête. dis, moi, je sais pas, j'ai de la chance d'incarner un personnage qu'adulé par des centaines de milliers de personnes au cinéma. On me propose de jouer ça, je dis niquez-vous, quoi. Gardez vos checks, je joue pas ça. Je respecte Ou alors, il aurait fallu qu'il la joue à la Sharknado et que d'un coup, t'as un requin qui sort d'une tombe, du sol, de n'importe où, je sais pas quoi, et qui juste croque la moitié de Flash. Et qui disparaît, ils expliquent même pas. À la limite, Non, il peut manger Flash direct. Et c'est comme Ouais. ça que tu pars sur un recast. Voilà. Un requin qui arrive, bloom. Non, mais ouais, non, Peacemaker. c'est David bien. Zaslav, si tu nous entends. Mais du coup, voilà pour l'adaptation. Il y a quelque chose d'autre que vous voulez dire sur Aquaman? plein, mais j'ai une chaîne pour ça, t'inquiète. On vous rappelle quand même que le mec est l'auteur de l'encyclopédie Aquaman. Elle est pas finie encore. Ouais, mais elle est bien impressionnante. Merci. Est-ce que Aquaman est plus violent que les autres héros? Ça dépend des itérations, c'est comme tout. Ouais, hein, c'est ça. T'as des fois, c'est Batman le plus violent. Quand tu vois dans Dark Knight Returns ce qu'il envoie quand même, bon voilà. Là, Aquaman chez Peter David, je t'avoue qu'il y va pas avec le dos de la cuillère, mais ça dépend des versions, quoi. Ouais, complètement. Aquaman est un roi et j'imagine la version de Justice League animée, il aurait défoncé Peacemaker. Ah non, mais complètement. Il aurait défoncé Peacemaker et Flash qui se permettait de dire ça. Les deux se prenaient une mandale. Il y a une version alternative de Flash qui fusionne avec Aquaman, justement, c'est du Grant Morrison. Ah ouais. C'est Superman qui fusionne avec le Martian Manhunter, je crois. Batman qui fusionne avec Green Lantern, Diana qui fusionne avec Hawkgirl, et donc Flash qui fusionne avec Aquaman. C'est marrant. C'est dans quoi ça, tu te rappelles? C'est dans The Multiversity Guidebook de 2015 de Grant Morrison. Ah oui. D'accord. C'est sur Earth 32. Et Diana au-dessus d'Aquaman, pareil, ça dépend des versions pour le coup. Du coup, ça va vraiment dépendre des versions. Il y a des versions de Diana qui effectivement sont vraiment la guerrière, ultra violente et tout ça. Et t'as Wonder Woman 84. Et t'as Wonder Woman 84. En fait, à l'autre opposé de. Ça dépend des auteurs, celui qui est le plus violent, ça dépend de l'univers dans lequel tu te situes. C'est complètement. Et qu'est-ce que tu racontes forcément Aquaman, impossible. Ah mais Flash, il est cheaté. Hein. Flash, il est vrai. Quand tu t'intéresses vraiment à ce qui est Flash, c'est vraiment un être ultra cheaté. Et ose, je te le dis d'avance, je vais la sortir ton expression à l'auteur de Flash Infinite. Hein. Le coup du PQ cosmique, il faut que je la lui sorte. Hein. The Cosmic Toilet Paper, mec, je suis obligé de lui dire un nom. Il y a encore Flash, si tu le mets sous l'eau, je sais pas si ça peut aller, tu vois. Surtout avec Mera, tout ça. Je pense que Flash sur l'eau, oui, mais sous l'eau, je sais pas. Ouais, c'est ça. Question de la plus haute importance, Flash nage-t-il aussi vite qu'il court? C'est vrai que c'est pas con ça. Moi, je l'ai jamais vu nager. On le voit courir sur l'eau, mais nager. On pourrait penser qu'il y a la résistance à l'eau, mais le truc, c'est qu'il y a la force véloce qui casse les règles de la physique sur tout ce qui est résistance et tout ça. Mais si il nage vite, aussi vite qu'il court, est-ce qu'il avance ou alors est-ce qu'il fait du surplace comme un débile, tu vois? Parce qu'il avance peut-être tellement vite qu'il pousse pas l'eau, et donc quand tu pousses pas l'eau, tu restes sur place. Il crée du vide, en fait. Il crée du vide, voilà, c'est ça, il bouge pas. Je sais pas. On l'a jamais vu nager, hein, il court généralement. Aquaman, il nage, ouais, je viens de regarder, il nage à 620 km/h. Je pense que Flash le bat. Oui. Je pense. Bah si, ça dépend vraiment comment on jouerait la force véloce sur son rapport à l'eau, en fait. Pourquoi il nage pas? Parce qu'il court sur l'eau et que de toute façon il traverse l'océan en une seconde. Ouais.
Calme-toi. Loup. Arrête de croire que ça. Arrête de croire que tu peux suivre en fait. C'est non, l'homme le plus rapide du monde, c'est moi. Point. T'as d'autres pouvoirs, mais pas celui-là. J'ai beaucoup aimé Aquaman, le film, justement, pour présenter les particularités de ses capacités. Tous les Atlantes ne peuvent pas être Aquaman. Oui, sur le côté. Après, moi, j'aime beaucoup le film. Mais après, moi, je trouve que le film, il explique pas ça, en fait. Parce que le film, c'est quoi? Ouais. C'est Jason Momoa, dans cette version-là, il est le fils d'une Atlante, d'une reine, Ouais. qui n'a pas de capacité spéciale plus qu'un Atlante, et d'un humain. Donc pour moi, il devrait être moins fort. En fait, c'est pour ça que j'aime pas cette origin story de l'âge d'argent. C'est que dans cette histoire, c'est un sang mêlé. Il devrait être moins fort qu'un pur sang. Puisqu'il a des faiblesses humaines. Donc il devrait Sauf pas... si tu prends la logique des Saiyans. Non Ouais, après, je connais pas. Mais... Dans Dragon Ball, c'est ça. Chaque fois que tu mêles le sang, la génération d'après devient encore plus puissante. Alors que dans la version de Peter, enfin dans l'origine story de Peter David, on t'explique qu'il est le descendant d'un être déjà surnaturel, mais qui lui-même, l'être donc Atlan, son père biologique, est lui-même descendant d'une créature maléfique en fait. Voilà. Et tout ça, c'est dans les Chroniques Atlantes. Et là, là, tu comprends pourquoi il hérite de ses super pouvoirs et qu'il est supérieur aux autres Atlantes. Tout ça, c'est expliqué. Et c'est ça que j'aime pas chez Geoff Jones, chez l'origine story de l'âge d'argent et dans le film, c'est que finalement, pour moi, il devrait être plus faible qu'un Atlante pur souche. Moi, tel que je l'avais compris dans le film, alors il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu. C'est les hautes classes. En fait, ils sont aussi forts que lui. Sauf que lui, comme il est moitié humain, en fait, il peut respirer. Enfin, il peut être à la surface, alors qu'eux, ils ont une limite. C'est les aristocrates, en fait, les hautes classes. Ils le disent à un moment. C'est les hautes classes qui peuvent respirer sous l'eau. Tous les Atlantes de base ne peuvent pas. Par contre, les hautes, tu prends la cour du roi, quoi. Peut respirer à la surface. C'est ça le délire. Bien-nés, ils appellent ça dans le film. Les bien-nés. Exactement. Orm est un bien-né. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de masque. Mais par contre, les autres ont besoin de masque. Après, alors moi, j'aime beaucoup le film pour deux raisons, surtout. D'une, il est hyper généreux en termes de visuel. J'ai vu plus de choses intéressantes que dans... Oui, je suis obligé. J'ai vu plus de choses intéressantes dans Aquaman qui se passe sur Terre que dans toute la trilogie Star Wars de Disney. C'est vrai. C'est vrai. Il y a plus de choses impressionnantes, de recherche en termes de world building, d'architecture, de choses différentes. Et ça, là-dessus, je trouve que ça fait plaisir de voir de la générosité de ce côté-là. Et j'adore la version filmée de James Wan. Voilà, quand il filme les scènes d'action et tout, tu vois qu'il cherche des idées, la poursuite sur les toits, ne serait-ce que la baston de début avec Nicole Kidman, avec la caméra qui va passer dessus en zénithal, qui revient de l'autre côté, machin, et tout est hyper lisible, alors que la caméra n'arrête pas de bouger, de machin. Je trouve, voilà, t'as un réalisateur, c'est tellement ce qui manque dans les films de super-héros en ce moment, d'avoir un réalisateur qui a un œil, qui a une patte, et qui arrive à te faire des trucs originaux dans son film. Moi, rien que ça, déjà, tu m'as gagné à moitié. Donc ça, c'est vrai que ça joue vachement. Moi, c'était le film est beau, le film est lumineux. C'est ça qui l'a fait fonctionner, c'est que le film est beau et globalement, c'est ce que les gens ils voulaient un peu plus. Alors, pour moi, c'est esthétiquement parlant, je parle visuellement parlant, c'est le meilleur comic book movie que j'ai pu voir. Voilà. C'est le plus beau comic book movie que j'ai pu voir parce qu'à la fin, quand j'ai l'affrontement d'Aquaman contre son frère sur l'épave avec la pluie battante et la nuit, c'est des doubles pages de Jim Lee. C'est le côté iconique des héros, là, des personnages. La façon dont ils sont filmés, et en plus de ça, il est respectueux de ce que sont. Alors, pour le coup, pas Jason Momoa, hein, mais il est respectueux. Par exemple, quand il fait Black Manta, il fait Black Manta. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une boutade. Moi, j'adore. Le mec se construit un petit masque, et il dit non, je veux me faire un masque plus gros. Bah oui, mec, tu vois. Et il va à fond dans le délire, limite presque 70s. Pareil pour Orm, il lui fait son vrai masque, et c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a un respect des comics, à part pour Jason Momoa, mais bon, ça c'est pas James Wan qui a choisi. C'est pas lui qui l'a, voilà. C'est pas parce que Orn, il a pris son acteur fétiche. Ouais. Patrick Wilson, son acteur fétiche, et il l'a repris. Et le costume, tu vois que, voilà. Le costume, putain, il est comics accurate, bordel, il est magnifique, tu vois. La preuve que Snyder, il nous emmerde avec ses trucs ultra sombres, là, c'est Aquaman, mec. À la base, Aquaman, il a été créé orange, Aquaman, il a toujours été orange dans ses versions les plus connues. Pourquoi ? Raison toute con. Je sais pas. Les couleurs dans les comics ? Pourquoi est-ce que dès la première apparition d'Aquaman en 41, il est orange ? Et que ça, il est resté ? C'est tout con. C'est la seule couleur qui n'est pas dans la Justice League parce que c'est une couleur qui se détache clairement du bleu et du vert. Voilà. C'est tout con. C'est pour ça qu'ils l'ont fait orange. Et bon, après, il y a eu des changements de couleur au niveau des gants et tout, mais c'était toujours du jaune, des couleurs vachement flashy.